Bonjour tout le monde. C'est beau de votre côté? C'est bon. Parfait. Bon, mais bonjour tout le monde, merci de vous être déplacés. Donc aujourd'hui, on va faire une petite introduction au NFT, surtout pour les collectionneurs. Donc, tu sais, il y a une introduction à faire pour les collectionneurs, pour les artistes, pour les galeries, les centres d'artistes. Aujourd'hui, c'est un peu plus sur les collectionneurs, mais je pense que tout le monde peut en apprendre, même si votre intention, c'est pas de dépenser 5 000 $ demain ou de faire quelques achats que ce soit. Donc, c'est quand même une assez longue présentation. Si vous avez vraiment des questions, vous pouvez lever la main, etc. Mais je vais passer à travers beaucoup de sujets. C'est aussi ma première ébauche, donc ça va évoluer avec le temps. J'ai pris genre 3 journées de congé, puis la fin de semaine pour tout ramasser ça. Donc, c'est un petit peu chaotique, mais ça va s'aiguiser au fil du temps, comme j'ai dit. Vous voyez la première version. Donc, les NFT, avant de parler des NFT, je vais parler un peu de ce que j'ai fait à la galerie en tant que commissaire. Donc, ceux qui ne savaient pas, depuis début 2021, je fais des shows aussi, surtout en réalité virtuelle puis augmentée. Donc, on est rendu à notre 8e show avec Sarah Ludy. On a commencé avec Sébastien Miller. Ensuite, j'ai fait ma propre exposition, mon propre art. En début 2021, on a eu Baron Lantaigne. Donc, en fait, c'est lui qui a amené le thème des NFT. C'était vraiment de base. En fait, c'est vraiment bon le timing parce qu'on a eu l'explosion des NFT à peu près au temps de l'exposition. Il y a eu Lucas Seguiras, qui aussi, c'était un show avec des NFT qu'on a vendu. Inès Alpha, qui a fait beaucoup de masques en réalité augmentée. Donc, c'est plus la réalité augmentée qui est virtuelle. Ensuite, on a eu Oreo Harvey. Donc, elle fait des sculptures physiques en fait, elle fait des sculptures digitales, puis ensuite, elle en fait des versions physiques. Puis c'est aussi la réalité augmentée, puis c'est un show avec des NFT. Ensuite, Giant Swan, qui est aussi un artiste virtuel qui vend des NFT, et Mathieu Vanier, qui est montréalais, en fait, je pense que c'est le seul show que c'est pas un artiste NFT. Et finalement, Sarah Ludy. Donc, si vous n'avez pas encore essayé l'expérience, c'est vraiment un beau voyage de 30 minutes. C'est un espace vraiment, puis c'est un parcours. Donc, je vous le recommande grandement. Et il y a des NFT reliés au projet. On va en parler un peu plus tard vers la fin. Donc, je me suis quand même mis un gros challenge de parler de beaucoup de choses. Ça ne va pas être une présentation. Certains sujets, on pourrait en parler pendant une heure au complet. Fait que ça va être un peu une présentation. On touche un petit peu à tout. Puis c'est quand même 2 heures, là, mais je joke que c'est court. Fait qu'on va voir comment ça se déroule puis quel genre de questions il y en a. Donc, avant qu'on parle de l'art NFT, il faut un peu parler des origines. Donc, la vraie origine, c'est vraiment le concept de la décentralisation, particulièrement en finance. Donc, on pense habituellement une banque, tout l'argent va à travers la banque, puis si elle dit qu'elle va te charger 5 %, mais tu n'as pas vraiment le choix, c'est la banque qui te charge 5 %. Le mouvement philosophique vers la décentralisation, c'est de dire plutôt que 1000 personnes ensemble qui donnent leurs ressources créent une banque décentralisée où il n'y a pas vraiment de personne qui est en charge, à moins peut-être que quelqu'un décide de mettre beaucoup d'argent dans le système, etc. Donc, c'est vraiment en place de dire il y a une compagnie, c'est plutôt que tout le monde devient la compagnie en tant que telle, fait que ça fait une dématérialisation, on pourrait dire, de certaines autorités. Avec ça, il y a aussi beaucoup une question d'autonomie puis d'individualisme. Donc, ça vient quand même d'une culture hacker. Fait que les hackers, c'est pas du monde qui vont nécessairement attendre que les autres fassent des choses pour eux. C'est pas du monde qui vont donner les responsabilités aux autres. Ils rentrent dans le système, ils changent les choses, puis leur responsabilité vient sur leurs épaules. Donc, par exemple, si je décide d'envoyer 5 000 $ puis je me trompe d'adresse, il n'y a pas de remboursement. Je ne peux pas appeler la banque et dire je me suis trompé, j'ai mis un 2 à la place d'un 3. Il n'y a pas de service à la clientèle où est-ce qu'on peut appeler et dire des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, on est autonome puis on est responsable pour nos actions. Puis ça fait un peu peur d'une certaine manière parce que souvent, c'est quand on envoie de l'argent à un courriel ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais souvent, on peut, s'il y a de la fraude ou si on se trompe, on peut revenir en arrière. Ensuite, une des grosses questions, c'est quoi un NFT? Donc, c'est quoi la définition non-fungible token? Qu'est-ce que ça veut dire fungible? Donc, premièrement, NFT, ça veut dire non-fungible token.
tel qu'écrit. Deuxièmement, fungible. Donc, si, mettons, je te donne un 5 tu peux me donner un 2, puis un 1, puis des 25 cents. Puis chaque 1 c'est le même 1 Mais une maison, tu ne vas pas nécessairement dire, écoute, je t'échange mon 400 pieds pour ton 5000 pieds carrés. Une maison n'est pas égale à l'autre maison. Même chose pour un chat n'est pas égal au chat de l'autre. Puis tu ne vas pas prendre un chat, le couper en deux, puis dire prends la moitié de mon chat pour la fin de semaine, etc. Donc, la monnaie, c'est divisible. Puis les choses, les NFT, c'est pas divisible, c'est unique. Donc, une pièce d'or, tu ne vas pas la diviser comme de la monnaie. Il y a aussi plusieurs chaînes de crypto. Je vais passer quand même assez rapidement sur les technicalités. Donc, la plus connue, c'est probablement Bitcoin. C'est très cher. C'est, mettons, 20 000 à 70 000 chaque Bitcoin. C'est très nocif pour l'environnement. Les coûts de transaction sont élevés. Puis, il n'y a pas vraiment de NFT sur Bitcoin parce que c'est une chaîne, justement, que chaque transaction coûte beaucoup d'argent. Donc, il y a eu quelques expérimentations, mais pas tant que ça. Où est-ce que les NFT ont vraiment commencé? C'est sur Ethereum. Il y a quand même des coûts environnementaux, malheureusement, mais ça s'améliore avec le temps. Les frais de transaction, on a eu des temps où est-ce que c'était entre 100 et 300 $. Là, c'est beaucoup plus relax, c'est plus vers 10 $ par transaction. Ça veut dire que si je t'envoie 100 $, ça va coûter 10 $, donc il reste 90 $ à la fin de la transaction. Même chose, si je t'envoie 11 $, ben, il va rester 1 $, etc. Fait que le plus de monde l'utilise, le plus que le frais de gaz, qu'on appelle le frais de transaction, va monter. Mais justement, en ce moment, le système Ethereum est en train de s'améliorer, que ces frais-là descendent puis que le coût environnemental descende aussi. On va parler un petit peu plus tard, dans 2 slides, de la culture NFT, mais je dirais que Ethereum, ça a commencé par beaucoup du monde qui achetait par exemple de la drogue sur Silk Road ou qui était dans les finances ou qui était dans le monde des hackers. Donc, j'ai catégorisé ça comme tech bro un peu. Je sais que c'est un petit peu méchant comme catégorisation. Ensuite, le troisième, c'est vraiment où je suis personnellement. Donc, c'est Tezos. Tezos, c'est beaucoup moins d'argent, donc c'est une valeur entre 2 $ à 9 $, on pourrait dire. Il n'y a pas d'effets nocifs environnementaux, il n'y a pas une grande utilisation électrique. Les coûts de transaction sont anodins, donc à peu près 30 à 40 cents. Et en fait, je dis qu'il y a une communauté artistique alternative éco-responsable. Donc en fait, c'est tout le monde qui ne voulait pas sauter sur les NFT en Ethereum parce que c'était mauvais pour l'environnement ou que c'était trop cher. Quand ils ont vu l'alternative Tezos, ils sont sautés là-dessus. Fait qu'il y a beaucoup de monde que, justement, il y avait une conscience environnementale plus aiguisée où ils ne voulaient pas avoir aucune association avec des coûts environnementaux. Ou tout simplement, ils étaient dans un pays où est-ce que, payer des frais de transaction de 300 $ pour faire une œuvre que tu ne sais pas si ça va se vendre, c'est pas pensable. Donc ici, si ton œuvre ne se vend pas, tu as payé comme 30 cents. Là. Fait que ce n'est pas la fin du monde. Surtout si tu habites au Brésil ou, je ne sais pas, là, en Thaïlande ou quelque chose comme ça, où est-ce que 30 cents américains, ça vaut plus. Ou 100 ou 300 $ américains, ça vaut plus. Donc, les origines, vraiment, c'est un peu une rébellion contre les institutions artistiques. On a vu au début déjà la décentralisation, c'est une rébellion contre l'autorité, la centralisation, évidemment. Donc, il y a beaucoup d'artistes NFT qui ont commencé, ils se sont dit, les galeries, ils m'ignorent, ils veulent 50% de mon profit, ils me mettent en cage presque. Fait que, anarchiquement, je vais créer un système complètement alternatif qui se libère des galeries. Il y a aussi les redevances qui sont très importantes. Donc, la plupart du temps, si tu vends une pièce d'art au Québec, puis je vends quelque chose à 100 $, le collectionneur le revend à 20 000 $, je ne vais pas recevoir aucun argent de cette transaction-là. Tandis qu'avec les NFT, c'est automatique. Puis en fait, il y a eu, culturellement, sur Tezos, on a passé de 15 % comme étant acceptable à aller jusqu'à 25 % qui est acceptable. Donc, l'artiste peut décider qu'il va recevoir entre 10 et 25 % de redevances sur les ventes. Comme ça, si l'œuvre se revend 5, 10, il peut l'avoir vendu à 1 $, puis là, elle se vend à 20 000, il va quand même recevoir le 10 à 25 % à chaque fois que cette œuvre-là se revend. Puis ça, c'est tout automatique, c'est bâti dans le système. Aussi, évidemment,
il y a une libération des filtres culturels des galeries. On n'a pas besoin d'être choisi, on peut s'auto-publier, on pourrait dire. De cette manière-là, on peut un peu comparer ça au Salon des refusés en France. Donc, ils ont décidé de partir un mouvement parce qu'ils étaient rejetés du mainstream, on pourrait dire. Puis j'ajoute aussi un peu la libération du monde physique. Donc, ça vient toucher à l'art numérique. Il y a des artistes que leur médium, c'est le web, c'est l'animation, c'est pas du physique. C'est des jeux vidéo, tu peux jouer avec, ça réagit à toi, il y a de l'intelligence artificielle. Tu ne peux pas imprimer un jeu vidéo, tu ne peux pas faire un objet avec une pièce d'art digitale. Il y a aussi on va voir des artistes programmeurs. Donc, on a vu que la culture, ça vient des programmeurs. Puis des fois, il y a des artistes qui apprennent à programmer. Des fois, il y a des programmeurs qui deviennent artistes. Puis des fois, il y a des petites exceptions où est-ce qu'ils sont vraiment bons dans les deux. Aussi, il y a la communauté numérique financière là-dedans. Puis bien sûr, il y a toute la culture Internet. Ça se passe sur Internet. On n'est pas en train de se vendre des images de temples grecs, de l'art de la Renaissance. C'est de l'art d'Internet qui se passe là-dessus. C'est très numérique, c'est très digital. Donc, les origines, on peut voir un peu. En fait, Silk Road, c'est un peu le eBay illégal du dark web. Puis, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup des collectionneurs, en fait, que tu peux acheter n'importe quoi sur Silk Road. Tu peux acheter n'importe quelle drogue, tu peux acheter des armes, tu peux acheter plein de choses illégales. Fait que j'ai entendu des histoires d'artistes disant « Bon, mais mon ami, ou je connais quelqu'un, un collectionneur qui vendait, je sais pas, l'Ecstasy ou quoi que ce soit. Puis c'est un des premiers collectionneurs qui a payé 2 Ethereum pour ma pièce parce que lui avait déjà du Ethereum en étant sur Silk Road. Donc déjà là, on voit une différenciation du marché traditionnel. Donc il y a la culture hacker, un peu anarchiste, un peu cyberweb, on pourrait dire, vraiment des hackathons. Des hackathons, c'est quand on dit « OK, ben ce soir, on fait juste boire du Pepsi jusqu'à minuit avec de la pizza, puis on crée quelque chose. » Puis ça, c'est le fondateur de Ethereum, Vitalik, en bas à gauche. Donc, une des pièces qui a probablement fait le plus de splash l'année dernière, c'est la pièce de Beeple qui s'appelle The First 5000 Days. Puis c'est quand même une pièce méconnue. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est une pièce méconnue. Donc, oui, elle s'est vendue à 69 millions de dollars. Il y a un petit extrait de Twitter de Andrew qui dit « Vous n'avez plus besoin de jamais parler de cette pièce-là. Je vous enlève ça comme fardeau. » Mais je vais en parler quand même parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont aucune idée c'est quoi les NFT. Mais quand tu leur dis « Tu sais, la pièce là, à 69 millions, ils disent « Ah oui, je m'en rappelle de ça. » Donc, ça vient un peu rejoindre pourquoi est-ce qu'il y a des artistes qui ont plus de succès dans les NFT. Beeple, c'est un artiste qui faisait ce qu'on appelle un everyday. Donc, à chaque jour, il faisait une pièce d'art sur son Instagram. Pas payé, il est payé en like. Oui, ça va lui donner des contrats, etc. Mais en fait, c'est qu'il alimentait la communauté depuis, je sais pas, 5-7 ans ou quoi que ce soit. Puis tellement que son style est devenu pastiche. On voit souvent des genres de cercles de lumière avec une figure en avant qu'on ne voit pas vraiment le visage parce qu'il fallait qu'il trouve des méthodes de créer de l'art qui avaient un impact émotionnel, mais il y a des enfants, il y a du travail à faire, ça va peut-être y prendre 1 heure ou 2 par jour. Fait que c'est quand même assez simple, mais ça a quand même c'est ça, c'est un peu pastiche. Puis ça a quand même un impact émotionnel. Mais ce style-là, puis là, je vous montre juste une image des 5000+, mais ce style-là, c'est tellement rendu quétaine pastiche que souvent, quand on est dans des forums de rendu, on dit « Ah, ça ressemble à un Beeple, tu sais, c'est juste un gros cercle épique avec quelques personnages en avant, etc. » Donc, il y avait Baron Lantaigne qui faisait la joke que Beeple, c'est un peu comme le Thomas Kinkade du numérique qui fait des pièces qui ont toutes l'air pareilles, qui sont toutes un petit peu quétaines puis qui se répètent. Bon, la prochaine, c'est plus un petit peu les catégories qu'on va voir dans l'art numérique sur les NFT. Puis ensuite, je vais vous montrer un peu le pire dont la plupart du monde se rappelle, donc les singes, là, les choses collectionnables, on pourrait dire. Donc, il y a beaucoup d'animation. Ici, on voit le travail de Andrew Benson. Ce n'est pas quelque chose justement qu'on peut imprimer. C'est quelque chose qui est naturellement numérique. Il faut que ça soit vu sur un écran. Que ce soit un écran d'ordinateur ou pour les films ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'animations dans les NFT. Oui, on peut mettre une image, mais une animation, ça va aller plus loin.
Il y a beaucoup d'art de code, par exemple, ou ce qu'on peut appeler du real-time. Donc, je vais vous montrer un exemple ici. Donc, ici, toutes les images à droite, ce n'est pas une animation faite par Pixel, c'est vraiment du code. Donc, il fait des formes 3D, il leur donne des propriétés de OK, tu vas faire telle diffusion, tu vas disparaître après un certain temps, etc. Ici, je vais vous montrer une autre pièce en temps réel, justement, vraiment dans le style des artistes programmeurs. Donc, c'est ça ici, c'est pas une vidéo, c'est pas un GIF, c'est vraiment en temps réel. Puis en fait, la plateforme Hiketnunk, qui est maintenant un peu devenue la plateforme Théa, une des choses qui l'a démarqué, c'est qu'ils ont fait beaucoup de support pour les formats expérimentels, les formats codés, 3D, même en réalité augmentée. Il y a eu beaucoup d'accent sur le fait que tu pouvais faire de l'art expérimental avec leur plateforme, puis justement l'effort qui était associé avec ces résultats-là. Donc la voilà. Donc c'est ça, c'est pas une image, c'est vraiment en temps réel, qu'est-ce qui est en train d'être calculé, etc. Et donc ça, c'est génératif ou c'est c'est codé, puis même des fois, les artistes vont inclure le code comme open source. Donc c'est... Est-ce que ça boucle? Est-ce que je vais revoir la même forme? Je pense que celle-là doit être bouclée. Puis en fait, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est aussi un exemple que le code que tu vois ici est aussi le code qui fait la pièce d'art. Donc, il y a 2-3 artistes que je connais qui font ça justement, ou que ça soit soit le code actif ou comme le console, qu'est-ce qu'il est en train d'écrire en le faisant. Mais ça a l'air d'être le code en lisant qu'est-ce que je vois là-dessus. Un autre exemple, c'est participatif. Donc, ici, je vais avoir un petit peu de la misère à naviguer là-dedans. Mais en fait, cette pièce-là, c'est un NFT. Puis, n'importe qui va dans le NFT en même temps va voir les autres personnes dans une session multijoueur. Puis en fait, quand tu es dans la session, tu peux bâtir en cliquant. Puis, ça va marquer le nom de qui a mis le bloc. Fait que les 3 premiers jours qui a sorti cette pièce-là, je vais voir si je peux la réouvrir. Les 3 premiers jours qui a sorti cette pièce-là, ça a été les résultats que la communauté a fait ensemble. Puis il a aussi fait des NFT de l'animation de personnes. En fait, c'est moi qui ai dessiné le petit bonhomme-là. Puis c'est moi qui ai dessiné ce bonhomme-là pendant un samedi où j'avais rien à faire. Puis ensuite, le reste de la communauté a comme continué à jouer avec. Fait que c'est quand même intéressant comme concept d'aller un peu plus loin que... Excuse-moi, j'ai un peu des problèmes avec le Mac, là, mais c'est un peu intéressant comme concept d'aller... Non seulement c'est interactif, mais c'est collaboratif avec... Tu sais, je me rappelle, j'étais là-dedans, puis il y avait comme 5 à 10 autres personnes qui étaient en train de construire. Même si tu ne voyais pas c'est qui, tu voyais comme leur adresse de portefeuille. Il y a aussi beaucoup d'accent sur l'art de pixel. Donc, on a vu que les personnes qui contribuaient beaucoup à la culture se sont fait récompenser. Puis, même chose, les artistes de pixel, c'est quand même une culture très numérique. Donc, les artistes de pixel, surtout ceux-là que ça fait longtemps qu'ils font, ils ont été très récompensés. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un jeune artiste. Il y a presque un style de, comme on pourrait dire, grand-mère numérique, où est-ce que ça ressemble un peu à de la tapisserie ou des techniques un peu plus anciennes, pas nécessairement de notre génération. Il y a aussi Nicolas Sassoon. Donc, en ce moment, en fait, il est à Vancouver puis il va déménager à Montréal. C'est un artiste très reconnu. Il y a aussi une excellente collection. Il est très généreux, on pourrait dire, à acheter des pièces et à encourager d'autres artistes avec l'argent qu'il a fait. Donc, c'est vraiment... Ici, on voit du moiré avec les pixels. Ici, il y a tout le temps comme le langage de... Oups! Il y a tout le temps le langage du numérique, à quel point le pixel va faire une ligne, mais ce n'est pas une ligne parfaite. Il y a un peu, encore une fois, le rétro numérique. Donc, il y a toute une série d'artistes qui vont utiliser des vieux outils sur des ordinateurs qu'on ne peut même plus acheter, des Mac des années 80. Puis, ça va évidemment donner un langage très particulier à leur art, ces limitations-là.
Il y a ce que j'appelle un peu l'historique. Donc, ceux qui connaissent l'histoire de Hic et Nunc, probablement vers après 4-5 mois que ça a commencé, il y a eu un hack. Puis le hacker, il s'appelait Hen Exploiter, Hic et Nunc Exploiter. Puis il était dans le Discord en train de répondre aux questions, faire des Q&A avec le monde. En fait, la plateforme est arrêtée pendant 2 semaines au complet. Fait que c'est un peu la folie furieuse pendant ce temps-là. Puis lui, il était juste en train de répondre à des questions. En fait, il a trouvé une manière de hacker les contrats qu'il pouvait faire. Il pouvait acheter une pièce et la recréer à l'infini. Fait que pour éviter que ça continue, ils ont juste fermé la plateforme pendant 2 semaines. En tout cas, ce hacker-là, il a fait 2 NFT. Donc, j'ai eu la chance d'en prendre un. Fait que tu sais, c'est comme, c'est des moments, des personnages à travers l'histoire des NFT, des plateformes. Tu sais, il y a des drames souvent, etc. Fait que c'est un peu drôle de voir ces personnages-là apparaître. Ici, il y a ce que j'appelle un peu un poète numérique. Donc, Ed Merola, même la manière qu'il se conduit sur Twitter, il est vraiment comme un poète. Il est comme un peu perdu, il est dans les limbes, il joue beaucoup, il fait un peu n'importe quoi, il s'amuse tout le temps. Puis c'est vraiment beau de voir ce genre de performance numérique-là apparaître. Ensuite, il y a ce que j'appelle un peu le néo-naïf. Donc, c'est vraiment presque stupide, mais il y a comme une beauté là-dedans. Il garde ça vraiment simple, puis c'est des petites phrases de temps en temps qui vont sortir, qui donnent des émotions bizarres. Il y a beaucoup d'art glitch. Donc ici, c'est pas nécessairement glitch tant que ça, ce que je montre. Personnellement, avant, je n'étais pas vraiment si intéressé dans l'art glitch, mais j'ai vu quand même beaucoup d'artistes qui se démarquent dans ce langage-là dans les mondes NFT. En fait, même chose avec l'art de codeur. C'est pas quelque chose que je regardais tant que ça avant. Puis maintenant, avec l'art NFT, j'ai comme une nouvelle appréciation pour un peu les pixels, l'art de codeur, puis le glitch. Ici, c'est un artiste, Rimbawan Guerrilla. Il a tout comme son genre de propre monde où est-ce qu'il y a comme une secte. Puis c'est lui le leader de la secte, puis il y a des extraterrestres, etc. Fait qu'il ne fait pas vraiment dans une catégorie très clean. Récemment, il y a eu Marina Abramovic qui a fait son premier NFT sur Tezos, justement parce qu'il n'y a pas vraiment de coût environnemental ou d'utilisation d'électricité. Il y a aussi Sky Goodman qui fait beaucoup de vidéos de glitch, justement, puis ils font de la performance. Il n'y a pas tant d'artistes de performance que ça, donc il y a beaucoup d'espace où, tu sais, on pourrait dire si un collectionneur s'intéresse à la performance, il y aurait peut-être juste 5 à 10 artistes où regarder, puis probablement beaucoup d'artistes dans les prochaines années qui vont commencer à regarder le numérique et la performance. Puis, il y a des bijoux, pas vraiment, on ne peut pas vraiment catégoriser ça, du moins, je ne peux pas. C'est un peu un genre d'artiste vraiment comme émotionnel qui a un petit peu une teinte religieuse dans ses pièces, mais en tout cas, c'est juste pour dire que quand on magasine ou quand on regarde à collectionner des choses, c'est des fois, il y a des artistes vraiment un peu inattendus. Lorna Mills, on pourrait dire peut-être post-internet, donc elle vient vraiment jouer avec, en fait, ces images, elle les trouve sur Internet, puis ensuite, elle vient les manipuler après. Il y a beaucoup de choses qui se passent très intéressantes dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment vite. À chaque mois, ça change, presque à chaque semaine, surtout récemment. Donc ça, c'est un de mes préférés, Phosphor. Puis je trouve qu'il y a toujours eu une tendance, ça fait longtemps qu'il le fait, plus qu'un an, là, depuis plus que la vague dans les 2 derniers mois. Puis il y a toujours une manière de trouver un genre d'intensité lugubre ou de sombre, puis que les pièces ne semblent pas nécessairement sortir de l'intelligence artificielle. Ici, ça c'est mes propres pièces, donc je fais beaucoup de 3D. Presque toutes mes pièces ont été sculptées en réalité virtuelle ou sont en 3D. Et il n'y a pas tant d'artistes que ça encore, malheureusement, qui font du 3D. Et ça va justement vers la réalité augmentée. Donc, n'importe quel art 3D sur les plateformes vont être compatibles avec la réalité augmentée. Donc, si c'est le travail de Uriah Harvey qu'on a montré ici. Puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand on a présenté son show, je suis allé sur Mont-Royal, puis j'ai trouvé des endroits où
remettre ses œuvres en contexte, un peu dans un monde intemporel, pas contemporain, etc. Puis maintenant, je fais un peu la même chose avec mes propres pièces, un petit peu différents. Mais c'est tout pour dire que en fait, tu n'as pas besoin d'acheter une pièce en réalité augmentée, tu peux juste en regarder sur ton cellulaire. Mais quand on achète une pièce ou quand on parle d'une pièce en 3D avec la réalité augmentée, on devient les directeurs. On peut la mettre dans notre salon, à côté du minou puis du pitou. On peut la mettre à côté de notre collection physique. Mais justement, tu peux l'amener dans ta poche, Costa Rica ou en Égypte ou quoi que ce soit, ou dans le parc. Ça ne va pas briser non plus, à moins que tu échappes ton cellulaire dans le bateau. Fait que je voulais juste vous donner un petit peu un aperçu de certaines particularités, certaines choses qui se passent dans le milieu des NFT. Puis moi, vraiment, ce que j'aime, c'est un peu quand ça gratte le futur, quand ça joue, quand ça expérimente, quand on va dans des places qui font un peu peur, qu'on n'est pas habitué, qu'il n'y a pas tant d'exemples à regarder dans le passé. Donc, on a regardé peut-être les bonnes choses, regardons les choses plus plates. Donc ici, on voit un peu les choses terribles qui sont souvent associées avec les NFT. Donc, des singes à 500 000 $, de la cochonnerie en gros. Donc, je veux vraiment faire une différenciation entre l'art puis ce qu'on appelle souvent en anglais les collectibles. Donc, il y a beaucoup de monde qui ils vont essayer de créer de la rareté, ils vont peut-être même appeler ça de l'art, mais c'est pas parce que c'est un NFT que c'est de l'art. On peut prendre une photo d'un arbre puis en faire un NFT. N'importe qui peut faire un NFT. Donc, on va quand même regarder cette culture-là. En fait, je dirais que les cochonneries, c'est probablement 95% des NFT. Puis, il y a 5 à 2% que c'est de l'art. Donc, je vais quand même regarder le monde traditionnel des NFT parce qu'il y a des choses à apprendre. C'est pas un monde, c'est pas de l'art, comme j'ai dit. C'est pas nécessairement un monde que je vous encourage à regarder. Franchement, il y a peut-être plus d'argent à faire dans le non-art que dans l'art, si c'est ça qui vous intéresse. Comme je sais qu'il y a du monde qui sont devenus presque millionnaires en revendant ces lions-là, mais ça ne sera pas ma vie. Donc, un des concepts primaires, c'est ce qu'on appelle les PFP, donc les Profile Pictures. Puis on va passer un petit peu à travers l'histoire dans 2-3 slides. Donc, ça a commencé avec des séries de 10 000. Donc, on dit on va faire 10 000 faces comme ça, puis ils vont tous avoir des raretés, ils vont avoir des propriétés, puis il y en a qui vont être plus intéressantes, puis le monde va l'utiliser pour leur avatar, pour leur identité web. OK? Donc, ici, on voit d'autres exemples. Personnellement, moi, j'ai fait une parodie qui s'appelle Minimal PFP, donc très abordable, juste un thèse chaque. Donc, probablement la première version de PFP, c'est vraiment les CryptoPunks. Vous allez les voir souvent parce que c'est justement, ça a commencé, ils ne pouvaient même pas les donner, ils ne savaient pas si le monde allait les prendre gratuitement même. Puis maintenant, ça se vend pour des millions de dollars parce que ça fait partie de l'histoire maintenant. Donc, on parlait de metadata, de rareté. Ici, on voit, OK, bon, il y en a juste 9 que c'est des extraterrestres sur les 10 000. Il y en a 88 que c'est des zombies, donc il y a de la rareté. Il y en a juste 44 qui ont des petits chapeaux beanie. Ici, il y en a 330 qui ont juste un attribut, puis il y en a juste 11 qui ont 6 attributs. Donc, tu sais, un attribut, c'est comme une moustache, les yeux croisés, les cheveux fous, un petit chapeau, des lunettes, un goatee, une cigarette, etc. Ici, on voit, bon, il y en a juste 961 qui ont une cigarette, puis 447 qui ont les cheveux fous. Donc, ils ont tous sorti ça un peu avec de la rareté, puis là, justement, il y a beaucoup de statistiques, puis là, le monde, bon, des fois, il y a du monde qui vont magasiner pour rareté, ils vont dire « Ah, ça me ressemble » ou « J'aime ces traits-là ensemble », même si c'est pas rare, tu sais, peut-être ça ressemble à Snoop Dogg ou quelque chose, puis ils décident qu'ils veulent l'acheter, puis ils vont mettre une valeur là-dessus. Donc, CryptoPunk, ça s'est rendu à Christie's. Ici, on voit, je pense, 9 millions de dollars pendant la photo. Là. Je ne sais pas à quel point ce lot-là s'est vendu à la fin. Ensuite, il y a eu le Bored Ape Yacht Club.
Ici, on voit encore des propriétés, donc earring gold stud. Fait que cette metadata-là, tu peux dire, OK, je veux juste regarder les singes qui ont des moustaches, puis là, ça va tout, tu vas pouvoir regarder juste ceux-là qui ont des moustaches pour tes achats de Noël pour toute la famille, etc. Quelque chose qui est intéressant avec le Bored Ape, généralement, c'est pas intéressant, mais quelque chose qui est intéressant avec les Bored Ape, c'est que contrairement à la majorité des NFT, quand tu as un Bored Ape, ou ils appellent ça BAC, Bored Ape Yacht Club, les droits d'auteur t'appartiennent. Mais c'est vraiment, it's a confusing situation. Donc, par exemple, ici, il y a quelqu'un qui a acheté le Bored Ape numéro 7285, puis maintenant il fait une collaboration avec The Gap et Old Navy, où est-ce qu'il va vendre les t-shirts comme si, ben justement, il y a les droits d'auteur de cette image-là. Donc, 99% du temps, quand tu achètes un NFT, ça ne vient pas avec les droits d'auteur. Et s'il y a du monde qui ont fait un restaurant avec leur Bored Ape, des t-shirts, etc., cette idée-là, très vite, on voit que c'est comme une idée absolument terrible. Si vous regardez The Red Ape Family sur YouTube, c'est vraiment comme absolument, je ne sais pas c'est quoi le mot cringe là, en français, mais ça fait comme mal là, dans les tripes. C'est juste complètement amateur. Puis si ça serait moi l'artiste, je serais détruit complètement que je ne peux pas les amener en cours. Mais c'est intéressant quand même comme concept. Puis aussi, il y a d'autres choses quand on parle des NFT, surtout quand on parle des PFP. Il y a souvent des concours. Donc, par exemple, OK, il y a 10 000 personnes qui ont les NFT. On va dire, il y a 100 personnes qui vont gagner 1 000 $ ou quoi que ce soit. Ou dans ce cas-ci, Bored Ape Yacht Club, il y a beaucoup de parties. Il y avait même je ne suis pas sûr si c'était une joke ou non, mais il y avait comme un dating app où est-ce qu'il fallait que tu aies un Bored Ape Yacht Club. C'est la seule manière de pouvoir être dans le dating app. Puis là, ça a été cancellé parce que c'était pas mal juste des gars. Il y a aussi des systèmes un peu de jeu. Donc, on voit ici, par exemple, si tu as ton singe là, que tu as acheté, puis ensuite tu achètes ou tu reçois d'autres potions, tu peux les mettre ensemble, ça va détruire toutes tes choses, ça va créer un nouveau NFT qui a comme reçu ces propriétés-là. Fait que ça va un petit peu dans les jeux. Mais il y a beaucoup de ces concepts-là qui sont cringe, mais qui peuvent quand même être adaptés avec de l'art plus traditionnel. Il y a aussi beaucoup une culture de ce qu'on appelle roadmap. Je ne sais pas si ce serait quoi l'équivalent en français, mais c'est de dire, OK, il y a 10 000 NFT à vendre. Quand ils sont tous vendus, on va bâtir un magasin, on va faire un film, on va t'envoyer des souliers, on va te laisser, ou des fois il y a des concepts de whitelist. Donc si tu achètes ce NFT-là, tu vas être sur une liste exclusive que tu peux acheter la prochaine qui va être plus rare, etc. Moi, personnellement, les roadmaps, c'est comme n'importe quoi qu'un roadmap, d'habitude, je déteste ça automatiquement. Surtout parce que je collectionne de l'art. Donc, si j'aime la pièce, ça finit là. Je n'ai pas besoin que tu me promettes qu'est-ce que tu vas faire dans 12 mois. Puis aussi, il y a vraiment une culture de promettre, de vendre, puis de s'enfuir. Le terme, c'est rug pull. Donc, tirer le tapis en dessous des investisseurs. Mais si, mettons, j'achète quelque chose pour 5 $ d'un artiste au Brésil, j'ai la pièce, l'artiste reçoit le 4,85 $. Il n'y a pas besoin de me dire qu'est-ce qu'il va faire dans 2 ans. La transaction est finie, puis je suis content de cette transaction-là. J'ai une question. Oui? Par rapport à ça, comme ils donnent les droits d'auteur, est-ce que quand c'est revendu avec profit, ils retirent quand même? Donc, la question, c'est, parce qu'ils donnent les droits d'auteur, qu'est-ce qui arrive quand ils retirent un profit? En fait, le gros problème, c'est qu'est-ce qui arrive si moi, j'achète le NFT, je fais 5000 t-shirts, puis je te vends le NFT. Bon, mais là, je ne peux plus vendre mes t-shirts que j'ai faits. Puis en fait, il y a eu vraiment un phénomène intéressant où est-ce que, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de l'acteur ou du gars de Hollywood, il a acheté des NFT, puis il a fait une animation complète comme, tu sais, je sais pas là, animatronics, là, tu sais, comme il a fait un show de plusieurs épisodes de millions de dollars, puis il s'est fait voler son NFT par un hacker. Fait que là, il était comme, bon, mais là, je peux plus faire mon show, là, parce que je viens de perdre les droits d'auteur. En fin de compte, il l'a contacté, puis il a donné quelques mille piastres, puis il l'a reçu. Mais tu sais, ce concept-là de, oui, qu'est-ce qui arrive si tu dis,
je vais faire ma version du McDo, mais ça a tout rapport avec le singe 2000. Puis là, tout d'un coup, tu le perds ou tu le vends ou tu te le fais voler. C'est un peu un dessert d'avocat, là, on pourrait dire. Mais plus précisément, si tu revends le NFT Oui. profit, est-ce que les auteurs du singe reçoivent Oui, non. La question, c'est si on revend le NFT, est-ce que les artistes singes, etc., vont recevoir un pourcentage? Ça dépend s'ils ont mis un pourcentage de revente. Okay. J'imagine qu'ils ont probablement entre 5 ou 15 de pourcentage de revente. Donc, oui, c'est comme n'importe quel autre traditionnel. Puis, il y a des contrats qui n'ont aucune revente dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on fait une petite pause? OK. Bon. Donc, ceci étant dit, les singes, là, les CryptoPunks, c'est très connu. Ça se vend très cher. C'est pas parce que quelque chose est très connu puis se vend très cher que c'est bon. Puis ça ne représente pas l'art au complet. Tu sais, des fois, on voit le Musée au Canada, par exemple, à Ottawa, ils ont acheté comme un gros cercle noir pour comme 3 ou 5 millions de dollars. Là, tu regardes ça et tu es comme, c'est bien stupide. Mais c'est pas parce qu'ils ont fait une décision doutable que tout l'art est pas bon. Là, tu sais. Il y a des choses comme la banane, justement. Il y a du monde qui ne connaissent pas l'art. Ils disent « Ah, la banane, 100 000 $, ça n'a pas rapport, les artistes, ça n'a pas rapport. » Mais c'est pas juste ça là, de l'art, on le voit avec ce qu'il y a dans la galerie. Donc, comme j'ai dit tantôt, ces phénomènes-là, ces genres de jeux de collectionneurs peuvent s'adapter à des fins artistiques. Donc, on voit ici, à la place de faire des singes aléatoires, c'est de l'art aléatoire. Puis il y a beaucoup justement de styles. Donc, par exemple, ici, on voit Kindergarten, on voit même le framing, les angles, le contenu change. Ça, c'est toute la même série, puis c'est juste des éditions différentes. Donc, le code va vraiment pas nécessairement créer quelque chose de hyper répétitif dans ce cas-ci même. C'est une autre série, oui, encore, c'est peut-être un petit peu répétitif. Dans la vraie, il y a des petits oiseaux animés vraiment subtils, puis il y a comme une genre de vraiment belle lumière douce là-dedans. Donc, pour revenir un peu à la question, c'est quoi qui est art, c'est quoi qui est collectibles? Donc, un collectible, d'habitude, c'est pas vraiment de l'art. Comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de jeux là-dedans auxquels on peut apprendre, auxquels on peut adapter. C'est pas tout parce que c'est cringe qu'on va l'ignorer complètement, mais ça veut pas dire qu'on fait partie nécessairement de la même culture. Fait que la question, c'est, il y a des artistes qui vont vendre une édition de 1, il y a des artistes qui vont vendre des éditions de 10, il y a même des éditions de 10 000, de 5 000, etc. Fait que c'est quoi qui fait la différence? C'est un peu une question de rareté, d'accessibilité, ça dépend un peu du marché. Comme moi, par exemple, je fais peut-être une pièce par année. Fait que c'est pas comme un artiste qui va parler à chaque semaine, qui a ses 1000 collectionneurs qui le suivent, etc. Fait que je ne vais pas nécessairement être capable de vendre une pièce à 5 000 ou à 1 000 $. Mais peut-être qu'une édition de 10, de 25, etc., moins cher, plus accessible, ça va y aller. Ça dépend aussi vraiment de... Surtout sur Hiketnunk, c'est des prix plus bas. Puis vraiment, au début de la plateforme, c'est beaucoup d'artistes qui collectionnent d'autres artistes. Puis il y avait beaucoup aussi une philosophie que tout le monde devrait être capable de collectionner, que ce n'est pas nécessairement quelque chose pour les riches. Sur la plateforme Hiketnunk, qui est maintenant Théa, il y avait aussi beaucoup d'événements, comme par exemple un effet sur Hiketnunk, ça s'appelle Object. Fait qu'il y avait des événements Object for Object, ce qui voulait dire que tout le monde faisait des NFT gratuits, puis ils les achetaient comme gratuitement. Fait qu'il y a un petit peu cette manière de vivre un peu utopique, d'accessibilité. Mais c'est sûr qu'il y a des artistes qui vont dire, écoute, il y en a juste un, il est 10 000 $, puis si tu n'es pas riche, ben regarde-le. Si tu es riche, ben achète-le, puis encourage-moi, etc. Fait que ça dépend vraiment du marché, à quel point ils sont dans la carrière des artistes. Puis aussi, un des plus populaires sur Hiketnunk, c'est John Correll. Donc, il fait des genres de fenêtres, là. C'est aussi un autre artiste qui faisait de l'art gratuitement chaque jour depuis longtemps. Fait que John Correll, par exemple, il fait tout le temps des séries de 25, puis c'est comme un peu le nombre magique dans les éditions. Ça se vend quand même à 2000, 4000, 8000 thèses, qui est, mettons, 16 000 $ US. Puis avant, c'était plus, là. Fait
il est quand même capable de vendre à ce niveau-là. Puis aussi, il y a une question de tu ne veux pas nécessairement diluer ton marché. Tu sais, lui, quand il fait des séries de 500, de 2000, ça se vend bien. Il fait aussi beaucoup plus d'argent qu'avec ses petites séries, mais ça peut enlever la valeur d'une certaine manière de ses autres. Fait qu'il y a toute une genre de psychologie de vente là-dedans. Puis tu veux garder une certaine rareté, mais ce que je recommande souvent au monde, c'est de dire, OK, mettons, tu es bien connu, fais des séries de 25 ou commence avec des séries de 10, fais des séries de 25, puis à chaque 20, mettons, tu dis, OK, là, j'ai une série de 500, là, tu sais, où est-ce que c'est 50 cents, 5 $, 10 $, vraiment accessible pour tout le monde. Comme ça, le monde qui te regarde de loin, ben, ils peuvent quand même avoir quelque chose dans leur collection qui ont une valeur, puis qui aiment quand même. OK, donc ici, on saute au secret des collectionneurs. Donc, comment est-ce qu'on fait de l'argent, comment est-ce qu'on fait des bons choix, etc. Donc, bien sûr, comprendre le marché. Le plus qu'on s'éduque, qu'on regarde, c'est qui les artistes, qu'est-ce qui nous intéresse aussi. Être à l'écoute, ça veut dire regarder qu'est-ce qui se passe avec les artistes, avec les collectionneurs, avec la communauté. Des fois, il y a des grosses choses historiques, comme justement quand la plateforme est fermée pendant 2 semaines. Il y a tous des moments où est-ce qu'il y a des choses uniques qui se passent. Puis il y a aussi beaucoup de mouvements, comme par exemple, quand il y a eu le hack de Hicketnunk, puis Hen Exploiter, le hacker, il était dans le Discord en train de chatter avec tout le monde. Il a dit qu'il n'aimait pas les aubergines. Fait que là, pour une raison quelconque, il y a une des artistes qui a dit « Qui c'est qui dit aubergine au lieu de eggplant? C'est sa faiblesse, c'est les aubergines, etc. » Fait que là, il y a comme un mouvement de... à la place de object for object, c'est aubergine for aubergine. Puis là, tout le monde faisait de l'art avec des aubergines pendant comme 2-3 semaines. Fait que tu sais, il y a comme des genres de micro-mouvements historiques, un peu des memes qui se font calcifier dans la chaîne crypto qui se passe. Fait que tu sais, si tu n'es pas sur Twitter ou tu ne regardes pas, tu ne vas pas nécessairement voir qu'est-ce qui se passe dans la culture. Il y a aussi le plus grand secret, c'est d'avoir des bons goûts d'art. Il y a beaucoup de monde qui investissent, qui ne viennent pas du monde de l'art, qui viennent du monde technologique. Fait qu'ils achètent un peu n'importe quoi, puis ils ne savent pas. Mais généralement, le bon art perdure. Fait que dans 12 mois, les collectionneurs, quand ils regardent qu'est-ce qu'ils ont acheté, ben, ils ne vont pas acheter la cochonnerie, ils vont acheter les choses qui ont une valeur artistique, culturelle, etc. Ou, alternativement, si tu n'as pas des bons goûts, tu peux avoir des mauvais goûts qui sont populaires. Donc, les singes, mauvais goût, mais c'est populaire. Fait que c'est 2 techniques complètement différentes de collectionner pour faire de l'argent. Puis finalement, ben, c'est d'être capable d'analyser la carrière puis le potentiel des artistes. Des fois, ça peut vouloir dire regarder sur leur Instagram puis voir que ça fait 3 ans qu'ils font de l'art à chaque semaine puis qu'il y a tout le temps une qualité. Fait que quand tu vois leur premier NFT, tu dis bon, ils font de l'art gratuit, ils font de la bonne art, ils vont juste continuer avec ça, etc. Voici, ça c'est un outil un peu controversé parce que récemment, l'auteur en a fait un outil payé. Donc, il faut acheter un certain NFT pour avoir accès aux outils de collectionneur. Mais c'est probablement les 2 outils les plus utiles et les plus utilisés pour ceux qui sont là-dedans, comme un peu comme la bourse, qui analysent ça vraiment pour faire de l'argent. Donc, NFT Biker, c'est un Français de France. Puis c'est lui qui a fait ces outils-là. Je pense que c'est aussi un des collectionneurs qui a fait le plus d'argent sur la plateforme Hicketnunk ou Tezos, etc. Puis il donne accès à ces outils plus ou moins gratuitement depuis très longtemps. Donc ici, on voit ce qui s'appelle le live feed. Le live feed, ça va montrer en haut à gauche qu'est-ce qui a été minté, donc qu'est-ce qui est disponible. Puis ici, ça va montrer qu'est-ce qui a été vendu. Donc on peut voir des tendances, on peut voir des choses qui sont hot, mettons, comme ici, il y a des pièces qui se vendent à 150 thèses, donc mettons 300 US. Fait que tu sais, si tu regardes, ou une autre manière de le faire, c'est de dire voici une liste d'artistes que je suis. Il y a 30 artistes, etc. Tu mets ta liste là-dedans, puis ça va juste te montrer pour ces artistes-là. Fait qu'il y a des artistes aussi, des fois, qui sont vraiment hot, puis que dès que le NFT sort, ça se vend tout de suite. C'est souvent les artistes, on peut les appeler les blue chips, là, ou que tu sais si tu es capable de l'acheter, tu sais qu'il y a tellement de demandes que tu vas être capable de le revendre, que ce soit immédiatement ou dans une semaine, parce que justement, ça se vend tout de suite. Donc, un artiste comme ça, s'il est dans ta liste, dès que tu le vois apparaître, tu peux sauter dessus à la place de juste faire rafraîchir sur la page au continu quand ils vont avoir leur NFT qui sort.
Ici, c'est vraiment plus comme Excel, on pourrait dire. Donc, justement, ici, j'analyse la page de John Carell. Fait qu'on voit ici, par exemple, la fenêtre numéro 67. Il en a fait une édition de 25. En ce moment, il y a plus que 12 000 thèses qui ont été dépensées sur la pièce à l'acheter puis à la revendre. Puis le prix le plus haut que ça s'est vendu, c'est 2500 thèses. Le prix initial, c'est 10 thèses. Non, excuse-moi, le prix initial, c'est 175 thèses. Fait que, tu peux te dire, OK, puis même si je clique sur Histoire, ça va me montrer tout, OK, cette personne l'a acheté là, l'a revendu là, Fait que, des fois, tu regardes une pièce, tu te dis, OK, il est 100 thèses. Est-ce qu'il est 100 thèses parce qu'il se vend à 100 thèses ou il est 100 thèses parce qu'il y a juste quelqu'un qui a mis ce montant-là? Fait que quand tu vas là-dedans, tu peux dire, OK, il est à vendre à 100 thèses, mais les 5 dernières fois que c'est fait vendre, c'est à 20 seulement. Fait que je vais faire une offre de 20, 25 ou 30 parce qu'il n'y a personne d'autre qui l'achète à 100 thèses, etc. Fait que c'est vraiment un outil, comme je dis, financier, là, mais si vous voulez analyser les choses de cette manière-là, c'est le meilleur outil. L'autre chose, Twitter. Donc, tout se passe sur Twitter. Si vous n'avez pas Twitter, ça va être difficile. Puis aussi, vous allez voir mes recommandations, c'est probablement de suivre soit des influenceurs, des collectionneurs ou des artistes intéressants. Puis ça se déroule un peu de ça. Donc, Armor est sur Twitter. Ici, on voit des exemples de tweets qui expliquent un peu pourquoi c'est si important. Donc ici, par exemple, Lonely Boy ou Chill Tulpa, il fait des annonces. Une des plateformes génératives s'appelle FXHash. C'est probablement la meilleure plateforme où faire de l'argent pour ceux qui sont intéressés du côté financier. Fait que lui, sur son Twitter, il y a maintenant la série Now You Know. Fait qu'il va dire demain, cet artiste-là sort ci et ça et ci. Fait qu'il est vraiment comme sa vie, là, c'est les NFT. Fait que si vous ne savez pas où commencer, c'est quand même un influenceur qui partage qu'est-ce qu'il aime. Puis justement, avec sa nouvelle série Now You Know, il fait les annonces de qu'est-ce qui va sortir une journée ou deux avant que ça sorte. Donc, puis aussi souvent, c'est justement des pièces que ça va se vendre en dedans de 1 minute ou 2. Fait que c'est pas le genre de choses que tu peux collectionner la semaine après nécessairement. Ici, on voit David. Donc, David dit vendredi à 11h du matin à Montréal, 256 éditions. Ça va être DA pour Dutch Auction. Donc, Dutch Auction, ça veut dire que le prix commence à 10 thèses. Ensuite, je pense 5 minutes après, il descend à 8. Ensuite, 5 minutes après, il descend à 6, puis à 4. Fait que si tout se vend dans les 2 premières minutes, ça va être à 10 thèses. Si la demande ralentit, bien, ça va peut-être descendre à 8 ou à 6 ou à 4, etc. Donc, tu ne peux pas vraiment te planifier pour des choses comme ça si tu n'es pas sur Twitter pour dire, OK, bon, mais là, à 11h du matin, vendredi, je vais être prêt avec mon 10 thèses, puis je vais regarder le Twitter, je vais rafraîchir la page, puis dès que c'est disponible, go, 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 on pèse, on achète, let's go. D'autres exemples ici, il y a des sales bots. Donc, ça veut dire pour certains artistes, par exemple, John Carell ou un très populaire, c'est Zancan. Donc, cette pièce-là vient de se vendre pour 152 000 thèses, qui est à peu près, mettons, 30 000 US. Fait que, ça va dire, tu vas pouvoir voir un peu c'est quel genre de prix qui se passe. C'est sûr que des outils d'analyse comme ça va être beaucoup plus plus loin, mais quand même, si tu es abonné à quelque chose comme ça, tu peux voir quel genre de marché est en train de surchauffer ou de ralentir ou quoi que ce soit. Il y a aussi des exemples ici, un autre Montréalais, Strano, donc il dit, je viens faire une édition de 25, pendant 24 heures, dans 24 heures, je vais accepter les mises les plus hautes. Donc, si tu irais sur le site web, tu ne comprendrais pas, tu dirais pourquoi il n'est pas à vendre, pourquoi il y a plein de mises dessus, tandis que si tu vas sur Twitter, tu comprends qu'est-ce qui se passe. Donc, vraiment, Twitter, c'est comme la source de tout ça. Aussi, maintenant, il y a la culture, les listes de réservation sur FXHash. Donc, encore comme exemple, bon exemple, David, je pense qu'il y a 2-3 jours, il a dit, si vous voulez faire une réservation sur la liste de tout ça, faites un retweet, puis mettez comme commentaire votre adresse, votre identifiant. Puis, dans 24 heures, je vais choisir 25% ils vont être sur une liste réservée, donc ils ne peuvent pas le manquer.
Donc, je pense qu'il y a eu comme 96 personnes, puis il y avait peut-être 25 espaces. Donc, il y a eu une grosse demande pour. Personnellement, j'ai été capable de me rendre sur la liste, ce qui veut dire que vendredi à 11h, je ne vais pas être stressé, je veux savoir que j'ai le mien réservé. Donc, de se mettre sur des listes comme ça pour des pièces en demande, c'est juste possible à travers Twitter. Donc, je vous recommande grandement si vous voulez collectionner. L'autre chose à parler, c'est la culture ou l'effet de brûler un NFT. Donc, on peut, mettons, j'ai une édition de 25, puis j'en ai juste vendu 5. Il y en a 20 qui m'appartiennent encore. Donc, ceux-là qui m'appartiennent, je peux les mettre à vendre ou je peux les détruire. Fait que souvent, on va voir des artistes qui vont dire, par exemple ici, il dit « Tout ce qui n'est pas vendu demain à 9h, je le brûle ». Ce qui veut dire que peut-être c'est une série de 100, puis tu dis « Bon, c'est une série de 100, sont 25 tels, c'est comme un peu cher, ça va-tu vraiment se revendre? » Puis là, tout d'un coup, ça devient une série de 5 parce qu'il y a juste 5 personnes qui l'ont acheté en 24 heures. Donc, ça vient jouer avec la rareté des choses. Justement, ici, c'est Ed Marola, dont l'artiste numérique dont je parlais tantôt. Donc, il joue un peu avec, il dit il y a un burn truck qui va passer puis qui va tout brûler. Puis aussi, il y a du monde qui vont juste brûler de manière aléatoire, qui vont juste dire « OK, j'ai tout brûlé, qu'est-ce qui n'était pas vendu? Merci. » On continue. Puis tout ce qui est dans mon passé, maintenant, c'est plus rare parce que c'est juste disponible sur le marché secondaire si les collectionneurs veulent le vendre. Si le monde le font un peu n'importe comment, ça peut être vu comme un acte de désespoir ou dire « Bon, ben là, pourquoi il n'en a pas juste fait 5? Il ne comprend pas son marché. Tu sais, il n'aurait jamais été capable d'en vendre 100. » D'habitude, si c'est bien indiqué comme disant « C'est ça qui va se passer » ou des fois, il y a du monde qui sont un peu dramatiques là-dedans. Ils vont dire comme « Ah, il n'y a personne qui l'a acheté, je vais le brûler. » Fait que tu sais, le monde se font juger, etc. Mais généralement, il n'y a pas vraiment le tabou, il n'est pas vraiment là avec le brûler. Oui, ta question? Oui, est-ce que n'importe qui peut brûler n'importe quel? Il faut que ça t'appartienne. Fait que si tu l'achètes, tu peux le brûler. Oui, fait que par exemple, si tu en ferais 10, puis je les achète toutes, en fait, c'est un vrai phénomène. Mettons, tu en fais 10, je peux toutes les acheter, puis en brûler 9, puis maintenant, ça devient un 1 de 1. C'est pas poli de faire ça si je n'ai pas la permission, mais, ou mettons, tu en as 10, je pourrais dire, ah, je suis vraiment intéressé, mais j'aimerais ça être le seul collectionneur. Serais-tu correct d'en brûler 9 puis que je t'achète le 1 de 1? T'sais, fait que dans le deuxième scénario, c'est toi qui le fais parce que ça t'appartient encore. Dans le deuxième, c'est moi qui les ai toutes pris, que tu me les aies donnés ou que je les ai achetés ou quoi que ce soit. Puis ensuite, je pourrais toutes les brûler aussi. Mais c'est sûr, ça ne ferait pas grand sens. Oui? La preuve que c'est brûlé, comment la preuve que c'est brûlé. En fait, c'est pas vraiment brûlé. Techniquement, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est envoyé à une adresse dont personne n'a le contrôle. Que c'est comme t'envoies, pas un courrier, c'est comme envoyer de la malle à la dump, là. Où est-ce qu'il n'y a personne qui a les clés, puis il ne pourra jamais te le renvoyer. Fait qu'en réalité, les choses brûlées, ça va à une adresse, puis cette adresse-là, elle a juste plein de choses. Une adresse que toi, tu détermines? Non, une adresse, mettons sur Tezos, il va y avoir une adresse de brûlage officielle. Ethereum, c'est la même chose. Ça pourrait être intéressant un jour de faire une exposition d'art juste avec des pièces qui ont été brûlées. Parce qu'elles sont encore toutes là disponibles, leurs images sont encore là, etc. Puis il y a des bonnes choses, mais c'est sûr la plupart, c'est moins des bonnes choses. Oui, la question? Est-ce qu'on peut encore avoir accès aux pièces une fois qu'elles sont brûlées? Est-ce qu'on peut y avoir accès? Si tu es technique, oui. Donc la question, c'est est-ce que tu peux avoir accès aux pièces brûlées? Si je vais mettons, je vais dans ma page de magasin, là, ça va dire ils ne sont plus là. Mais en arrière, là, comme dans la réalité des choses, c'est juste comme ils ont été cachés parce qu'ils sont brûlés. Mais sont encore. En fait, la crypto, c'est comme une liste de toutes les actions infinies. Fait qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans? C'est encore dans la chaîne crypto. Toutes les transactions sont écrites sur la chaîne. Fait qu'il y a une trace de tout. Ça va aussi avec toute la question de est-ce que l'image va encore exister ou non. Ça, c'est une autre question que je ne vais pas vraiment aborder aujourd'hui, là. Mais, ouais. OK. Donc, l'autre chose dont je veux parler, c'est comment voir l'acte de collectionner une pièce. Personnellement, je vois ça un peu comme un transfert d'énergie, un encouragement, comme supporter une démarche. Surtout quand on parle
de pays où est-ce que... Je vais passer à la prochaine slide. Donc, par exemple, au Brésil ou au Vietnam, où est-ce que ton 5 vaut complètement, vaut comme 50 ou quoi que ce soit. Où je me rappelle, il y avait un tweet d'un artiste brésilien qui disait « Si tu fais 5 thèses par jour, tu fais plus que 80% des Brésiliens. » C'est quand le thèse valait plus que 2 américains, là, il valait peut-être 5 ou 6. Mais tu sais, ça remet un peu en contexte de dire « OK, bon, si j'achète une pièce d'un artiste canadien-américain, ça veut peut-être dire qu'il va s'acheter un latte au Starbucks. Pour l'autre, ça veut dire que toute sa famille va manger, etc. Donc, c'est sûr que c'est bien d'avoir de la diversité quand tu achètes, que ça ne soit pas juste nécessairement du monde en Amérique. Fait que c'est ça. Il y a plusieurs manières de voir l'acte de collectionner. Tu supportes quelqu'un, tu supportes la démarche, tu dis « Écoute, je veux que tu continues à faire ce que tu fais. Les choses qui sortent que tu fais sur Internet, je veux te repayer pour, puis je suis content de t'envoyer de l'argent directement. » Il ne faut pas oublier que quand on achète sur Reckitt-Nunk, l'artiste reçoit comme 98% de l'argent. Fait qu'il n'y a pas une plateforme qui vient siphonner tout l'argent, c'est comme quasiment un don direct, on pourrait dire. C'est aussi une manière de participer à la culture numérique, parce que justement, s'il n'y a personne qui encourage, ça va arrêter. Ou des fois, la manière d'acheter, il y a une certaine participation. Peut-être la pièce d'art réagit, ou dans le cas des NFT génératifs, tu ne sais pas de quoi ça va avoir de l'air jusqu'à temps que ça soit acheté, etc. C'est aussi une très bonne manière de connecter avec les artistes. Il y a certaines personnes qui vont voir ça comme un investissement. Il y a certaines personnes qui vont utiliser ça pour se vanter en disant « Je viens d'acheter quelque chose à 20 000, puis là, l'artiste me remercie. » Il y a du monde qui vont voir ça comme du gambling. Il y a aussi du monde qui vont voir ça un peu comme du commissariat. C'est pas vraiment du commissariat d'acheter des bonnes pièces. Mais d'une certaine manière, tu peux dire, regarde ma collection, voici ce qui vaut, qui a une valeur pour moi, ce que j'apprécie, etc. Ici, bon, c'est juste un peu pour montrer l'évolution de l'art. C'est sûr qu'avec le nouveau média, ça ne compte même pas le VR, le AR, mais évidemment, l'histoire ne recule pas, l'histoire avance tout le temps, puis ça devient de plus en plus numérique. D'une certaine manière, ben, c'est sûr que je suis un peu obsédé avec la fine pointe de l'art et de la technologie. D'une certaine manière, je vois ça un peu comme dans l'histoire de l'art dans le futur. Il va y avoir contemporain ou Renaissance, contemporain, etc. Puis là, à un moment donné, bon, ben, c'est numérique, les NFT, VR, AR, c'est le prochain chapitre. Fait qu'est-ce que tu veux juste rester dans les chapitres du passé ou tu tournes la page, tu continues à lire, t'intéresser, puis il va y avoir un autre chapitre après, là. Fait que moi, j'aime juste un peu gratter les pages qui n'existent pas encore ou essayer de regarder qu'est-ce qui va aller là-dedans. Il ne faut pas oublier que le numérique, ce n'est pas juste des robots puis du digital. La matière première, c'est quand même les rêves. Donc, l'humain fait partie de ce dialogue-là, puis il n'y a pas nécessairement comme un fétiche numérique à juste vouloir voir des bits, puis des noirs et blancs, puis des zéros, puis des 1. Donc, la prochaine question, je ne l'ai pas nécessairement poussée aussi loin que j'aurais voulu, mais c'est comment partager. C'est sûr que les collectionneurs traditionnels disent « Bon, mais là, c'est quoi, je vais acheter sans écran, là? Qu'est-ce qui se passe? Je monte-tu mon téléphone au monde dans l'autobus? Je suis habitué à acheter des pièces, je les mets sur mes murs. Qu'est-ce qui se passe maintenant? » Donc, c'est sûr que les écrans, ça fait partie de la conversation. Donc, on voit des galeries où est-ce que c'est 12 écrans. On voit justement à Armure, bon, mais là, on joue beaucoup avec les écrans, on joue avec les iPads, on joue avec la réalité virtuelle. C'est un écran un peu dans un casque. Fait que oui, il y a quand même des écrans là-dedans souvent. Je dirais aussi que ça commence probablement plus par une conversation. Tu sais, dire, écoute, j'ai trouvé un artiste, c'est un programmeur, il fait ci, il fait ça, un artiste de pixels, je veux te montrer de quoi ça a l'air, je peux t'envoyer un lien. Puis c'est sûr qu'avec la pandémie, bon, ben, tu sais, probablement 90% de l'art que j'ai vu pendant la pandémie, c'est sur mon écran. C'était pas aller dans le métro, aller dans l'extérieur du monde. C'est sûr que là, on est peut-être dans la fin, là, on va voir. C'est sûr, on n'a pas vraiment de masque aujourd'hui. Mais c'est sûr que les NFT, les écrans, la pandémie, ça a comme un peu tout joué, ça s'est tissé ensemble. Fait que comment partager sa collection?
conversations, les réseaux sociaux, il y a toute la culture des profile pictures, c'est pas nécessairement dans lequel je suis. Les collectionneurs aussi, ils vont automatiquement voir la collection des autres. Comme quand il y a 30 personnes qui essaient d'acheter les mêmes 10 pièces, ils vont commencer à se connaître, à dire « Ah, lui, il revend tout le temps les choses à 20% plus cher » ou « Lui, il revend tout le temps les choses à 10 fois le prix, il est cheap » ou « Il ne veut pas le laisser aller » ou « Lui, il ne revend rien parce qu'il veut juste les vendre dans 5-10 ans, etc. » Fait on apprend à regarder la collection des autres. Le monde qui ont des bonnes collections comme Gozo, Nicolas Sassoon, je sais qu'il y a du monde qui regarde ma collection des fois pour s'inspirer, mais moi je regarde, mettons, Nicolas Sassoon ou Gozo, puis je vais voir, je découvre des artistes à travers leur collection. C'est sûr qu'il y a des installations physiques dans les maisons, dans les galeries, comme j'ai dit, sur le cellulaire. Personnellement, je suis comme un architecte en réalité virtuelle. Fait que c'est sûr, métaverse, réalité augmentée, réalité virtuelle, ça c'est mon dada, mais je comprends que c'est pas tout le monde qui vont vouloir avoir de la réalité virtuelle, que ça soit leur manière principale de partager. Fait que ça va peut-être plus dans une niche, mais c'est sûr que ça s'en vient. Puis on l'a vu justement avec même des écrans cellulaires ou iPad qu'on peut faire de la réalité augmentée. Donc il y a aussi des écrans dédiés. Ici à gauche, c'est un écran semi-transparent, un peu comme un objet d'art. De plus en plus, il y a des télévisions qui vont se connecter avec le compte de NFT, qui vont montrer la collection, une partie de la collection. Je pense qu'il y a aussi Samsung qui disent que toutes leurs futures télévisions vont être capables de faire ça par défaut. Il y a aussi, par exemple, Meta, donc Facebook, que quand tu rentres dans la maison en réalité virtuelle, ça peut se connecter, que tu peux voir toutes les NFT qui t'appartiennent là-dedans. Donc, il y a des compagnies qui viennent un peu se connecter avec les collections. Et bien sûr, le métaverse. Donc, ici, des images un peu drôles de Second Life. Vraiment, probablement le plus avancé, c'est Museum of Other Realities. Donc, ici, c'est plus du VR social, où est-ce que c'est pas si artistique que ça, là. C'est plus du monde en finance qui essaie de faire de l'art. Puis en fait, avec Museum of Other Realities, je devrais être commissaire pour 3 artistes en réalité virtuelle avec des NFT d'ici la fin de l'année. Donc, ça va être leur premier show de NFT, donc c'est quelque chose à suivre. Ici, c'est un exemple dans un jeu vidéo, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom, Fortnite, où est-ce que Travis Scott a fait un grand concert. Donc, c'est vraiment multijoueur. Puis, c'était pas juste comme un avatar normal qui danse puis qui chante. C'est vraiment plus comme tu es dans un jeu vidéo. On vient vraiment utiliser le numérique à son plein. Tu sais, ça coûte pas grand-chose. Il n'y a pas d'explosion en arrière de ça. Il faut juste le programmer puis ça peut se répéter à l'infini. Fait que c'est pas comme la pyrotechnique avec la sécurité puis des feux puis une tornade puis il pleut, etc. Puis justement, on voit qu'il est un géant. Ça ne coûte rien d'être un géant, là. Ça ne coûte rien de bâtir ces choses-là. En fait, c'est juste du temps et de l'énergie, mais ça ne coûte rien physiquement. Puis il n'y aura pas comme un vrai coût environnemental de designer un stage, que tout le monde vienne à Toronto pour le spectacle, en avion, en auto, etc. Ils laissent leur hot dog partout. Fait que c'est quand même une saveur de ce qui s'en vient de la réalité virtuelle ou du métaverse. Ça, c'est un exemple d'une galerie que j'ai faite vraiment rapidement dans une soirée sur protoworld.io. Donc, ça se connecte avec ton portefeuille NFT. Puis n'importe quel NFT que tu as, tu peux le placer. Donc, personnellement, j'ai une grande collection de NFT 3D. Puis, j'ai aussi rajouté des NFT 2D là-dedans. Fait que c'est vraiment nouveau, là. Je pense que c'est sorti il y a 2-3 mois. Puis là, ils viennent de l'ouvrir au public. Finalement, le monde peut visiter. Ça, c'est un exemple de travail que j'ai fait en réalité augmentée avec Festival Mural. Donc, on peut penser justement à l'art en réalité augmentée dans un contexte urbain, pas nécessairement, un peu comme une sculpture publique. Il y a de l'art en réalité augmentée que tu peux dire oui, c'est moi qui le place là, puis je l'amène où est-ce que je veux, puis je vais au 3e étage, puis je le mets là. Tandis qu'une pièce comme ça, elle va être tout le temps dans le parc du Portugal, au même endroit. Puis dans ce point-là, tu peux commencer justement à avoir un discours avec l'urbanisme, avec ce qui est construit autour. Puis un peu pour finir ce chapitre-là, c'est un rendu de Facebook. Donc vraiment leur vision pour la réalité virtuelle, pour la réalité augmentée, je devrais dire, c'est des lunettes très normales
qu'on porte, puis que c'est pas genre un gros casque bizarre, là. Donc, c'est beaucoup plus ancré dans une... En fait, l'idée, c'est de remplacer les cellulaires juste par des casques de réalité augmentée qui ont l'air de lunettes très normales. OK. Question? Est-ce que vous avez besoin d'un break? Okay. Donc, on va regarder un peu comment acheter. Premièrement, c'est bon de regarder les prix. Donc, j'ai pris ces snapshots-là hier. Ici, on regarde au cours d'un an au complet. Fait qu'on voit quand même, c'est vraiment pas cher en ce moment comparé à il y a 4-6 mois. D'une certaine manière, on peut dire que toutes les pièces sont en vente, surtout ceux-là que c'est des prix d'il y a un an ou quoi que ce soit. Puis même si on regarde en dedans de 7 jours, on voit qu'il y a eu une grosse baisse ici, puis qu'on était rendu là hier. Fait que tu sais, on pourrait dire, OK, là, il est à 1,90 $. Je pourrais mettre une mise pour dire, s'il descend à 1,80 $, achète-en pour 100 ou 500 $, etc. Parce que peut-être que ça va redescendre à 2 heures du matin, puis là, tu ne seras pas là pour l'acheter. Fait que je recommande généralement Newton.co pour acheter. C'est canadien, puis surtout, ça supporte Tezos et Ethereum. Donc, il y a d'autres plateformes, c'est pas tout le monde qui supporte Tezos. Fait qu'il y a un peu deux manières d'acheter. Tu peux dire, j'ai 50$, ça va me donner 20 Tezos, go. Ou tu peux dire, en ce moment, le Tezos il est à 2,40$, mais il est trop cher pour que je l'achète. S'il descend à 2$, je veux l'acheter pour 123$, puis ça va me donner 61 Tezos. Fait que comme ça, parce que le prix, il monte tout le temps. Fait que si tu vois qu'il est comme en train de plonger en haut, tu peux dire, bon, il va probablement redescendre dans la prochaine semaine, là. Fait qu'en regardant les courbes, tu peux dire, bon, s'il descend ici, j'achète. Puis ensuite, tu envoies l'argent à... en fait, c'est un échange. Tu ne peux pas vraiment acheter de NFT connecté avec cette adresse-là. Il faut que tu envoies cet argent-là à un vrai portefeuille. Donc, je pense que je vais faire une démo. Je vais montrer un peu c'est quoi un portefeuille. Premièrement, quand vous avez un portefeuille, toutes vos transactions sont visibles. Tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez envoyé. Comme là, en ce moment, j'ai 10$ dans mon compte, puis n'importe qui peut aller puis voir ce que j'ai fait. Fait que c'est sûr, il y a du monde qui sont très attachés à l'anonymité, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est si possible que ça dans le long terme, surtout pour prévenir la fraude. Par exemple, il y a beaucoup de Corée du Nord, ils font beaucoup de blanchissement d'argent avec la crypto. Fait que quand il y a beaucoup de plateformes qui vont dire, par exemple, si tu as acheté ou vendu plus que 5 000 $, on va avoir besoin d'une photo de ton passeport avant que tu puisses sortir de l'argent. Comme ça, on sait que tu n'es pas un terroriste ou l'argent ne s'en va pas en Iran ou, je ne sais pas, dans un pays où est-ce qu'on n'a pas le droit d'envoyer de l'argent. Fait que quelque chose à se rappeler. Fait qu'ici, on voit combien d'argent j'ai. Voici la collection. J'ai 121 pièces dans Hic et Nunc. Voici toutes les activités les plus récentes. Le choix du portefeuille, Oui. toi, tu as choisi Kukai. Il y a Kukai puis aussi Temple. Kukai, je le recommande pour les débutants, mais quand tu commences à en faire beaucoup, ça devient un peu... ça ajoute de la friction. Puis tu peux passer de Kukai à Temple avec la même adresse. Fait que je prends... Tu sais, Kukai aussi, c'est juste dans le browser, tu n'as pas besoin d'installer rien. Fait que je monte souvent Kukai au début, puis ensuite il y a Temple quand ils sont prêts, où ils peuvent aller directement à Temple. Donc Temple, justement, à la place d'avoir un tab ouvert, c'est juste comme intégré, ça fait un petit peu moins de choses à faire, mais ça fait peut-être un petit peu plus peur au début comme interface. Fait que c'est le temps de faire une petite démo. Puis j'espère que je ne vais pas trop la manquer. Bon, on va faire un portefeuille. Kukai. Puis en passant, là, ce que je fais, c'est pas hyper sécuritaire, là. Je sais que c'est Kukai App, mais il y a eu des moments où est-ce qu'il y a des hackers qui ont mis une annonce de Kukai qui avait peut-être 2 i à la place. C'est comme un site web vraiment proche. Comme ça, l'annonce est allée en haut, puis le monde, quand ils se sont connectés, ça a juste comme donné la permission, puis ils ont perdu tout leur argent, etc. Donc, ce que je dirais, c'est comme
Oui, c'est wallet.kukai.app, puis ensuite, mets-le dans tes favoris à place d'aller sur Google à chaque fois, comme je viens de faire. Il va y avoir peut-être beaucoup de « fais pas ce que je viens de faire aujourd'hui ». Mais au moins, ça va vous donner une petite idée de qu'est-ce qui se passe. Donc, je suis sur Kukai, je vais faire « Create New Wallet ». Ah, tu ne vois pas, excuse-moi. OK, fait que je vais revenir en arrière, excuse-moi. OK, fait Google, Kukai. Ah, le français. Ici, créer un nouveau portefeuille. Puis là, en termes de sécurité, je ne vais pas parler de sécurité pendant 30 minutes, mais en gros, faites pas ce que je vais faire aujourd'hui. Il ne faut jamais écrire, il ne faut pas mettre... en fait, ces mots semences, il ne faut pas les écrire nulle part. Si tu perds ça, le monde peut mettre un autre mot de passe, puis ensuite vous allez vous battre pour le compte. Fait que si quelqu'un te vole ces mots-là, c'est fini. Fait qu'en ce moment-là, je devrais être en train de l'écrire sur un morceau de papier. En fait, tantôt, on va voir que la meilleure manière d'avoir un portefeuille 100% secure, c'est d'avoir ce qui s'appelle un hardware wallet. Mais tu peux avoir deux portefeuilles, un moins sécuritaire, puis un comme ton coffre-fort. Donc ici, faites pas ça. Je vais juste l'écrire dans les notes. Puis en gros, le concept, c'est que il y a des virus qui vont regarder pour une série de 25 mots. Il y a des virus qui vont tout enregistrer ce que tu tapes. Il y a plein de virus qui sont faits juste pour voler ton argent de NFT. Donc ici, je vais copier ça. Puis là, il me dit « Hey, fais pas ça! » Excuse-moi, là, tu es en train de créer un compte. Je suis en train de créer un compte nouveau, oui. Un nouveau compte, c'est ça? Oui, juste pour vous le montrer comme de zéro. C'est ça, non. Fait que si je vais mettre... Oups. Command V. Excuse-moi, je suis aussi pourri avec les Mac. OK, voilà. Donc, ces 24 mots sacrés, écrivez-les pas sur l'ordi, mais voici, on le fait. Puis là, pour faire sûr que tu ne fais pas juste cliquer prochain, 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 il va te demander, OK, bon, mais c'est quel mot qu'il y a entre spatial puis balle? Fait qu'entre spatial puis balle, il y a garde. Fait que je vais écrire garde. Oh, t'as fait. En tout cas, je pense que je vais falloir que je recommence parce que pour une raison ou une autre, il n'a pas aimé ça. Okay. Nouveau, ici. Prochain. Entre droit puis symbole, c'est étendre. Je pense que tu peux pas avoir le traducteur en français. Ah, OK. Parce que le seed phrase est en anglais. C'est quoi? La traduction, ça brise tout. Ah, OK, je sais pas ça si c'était... Merci, hein, je sais pas... c'est un peu grand-père comme démotech. OK, on recommence. Travail d'équipe. Bon. Next. Entre Carrie et Soda, il y a Link. Entre Gossip et Cover, il y a Abstract. Entre Hard to Govern, Before. Prize already heavy. Kid title number. OK. Donc, s'il dit choisir un mot de passe, je vous recommande aussi d'utiliser un service comme 1Password. C'est peut-être comme 20$ par année. Ça va tout gérer vos mots de passe. Ça va vous donner des mots de passe grands de même. Vous avez juste besoin de vous rappeler d'un mot de passe, puis ça se rappelle de tous vos mots de passe. Fait qu'en termes de sécurité, c'est comme si je dis patate 1, 2, 3, c'est vraiment pas secure. Mais si c'est point d'exclamation, etc., ça va être bon. Fait que je vais peut-être écrire juste un petit peu n'importe quoi ici. Puis ça va être mon mot de passe. Puis encore une fois, je vous recommande de ne pas l'écrire physiquement parce que
peut-être qu'il y a un hacker qui a déjà mis quelque chose qui enregistre tout ce que vous avez écrit. Aussi, jamais utiliser le password manager de votre browser. Les hackers vont l'avoir comme ça. OK. Bon, maintenant, j'ai mon adresse. Fait que l'adresse, c'est très différent que les mots de semence qu'ils appellent. Fait que l'adresse, c'est vraiment, quand on parle d'un portefeuille, là, ça va être ça qui va être l'adresse. Bon, premièrement, ça commence par TZ pour Tezos. Puis, c'est sûr qu'on ne va pas se rappeler de tout ce mot-là par cœur. Fait que souvent, ce que j'essaie de faire, c'est de regarder les 4, 5, 6, 7 dernières lettres puis de faire un genre de mot. J'ai été chanceux avec mon adresse, ça finit par AB, puis mon nom de famille, c'est Arsenault Brassard, puis je l'écris tout le temps Sam AB. Fait que je sais que AB, c'est moi. Ici, les 4, c'est WCYT. Fait que, tu sais, genre, dans ma tête, je pourrais dire WeSit. Fait que si l'adresse WeSit, c'est la bonne, là. Fait que je ne vais pas me rappeler de tout ça, mais juste peut-être un genre de jeu de mots à la fin. OK. Donc, ici, avec Kukai, il donne aussi l'option de télécharger un petit fichier qui va, en fait, juste contenir ces mots-là, mais encryptés. Je vous dirais, c'est utile, mais je ne ferais pas ça avec un portefeuille. Genre, je ne suis pas mal sûr qu'un hacker pourrait le trouver, là, fait que c'est peut-être pas l'affaire la plus sécure à faire. Bon, Open Wallet. Maintenant, le portefeuille existe. Ici, on voit l'adresse WeSit. Il n'y a aucun argent. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer comme 5 $ à cette adresse-là. Fait que j'ai Newton, j'ai déjà de l'argent sur Newton. Ici, je pourrais taper toute l'adresse au complet. En fait, ici, ça va comme copier-coller l'adresse. Fait que si je ferais copier, ça serait tout copier ça au complet. Puis, il y a aussi l'adresse QR. Fait qu'avec mon cellulaire, je peux juste pointer à l'adresse QR, puis ça va tout... ça va entrer l'adresse comme parfaitement. On dirait que l'application ne répond pas. Withdraw. Cinq Tezos. Fait que là, ça dit la même adresse, ça finit par WeSit. Yeah. OK, bon. L'application ne répond pas en ce moment. Mais, en fait, je pense que ça disait que je n'ai pas assez d'argent ou la transaction ne s'est pas faite ou quoi que ce soit. Mais quand ça marche, c'est très simple. Croyez-moi. C'est la beauté des démos. Ensuite, en fait, c'est vraiment... Mettons, je vais sur object.com. Fait que la première chose à faire, c'est de me synchroniser. Là, il va dire quel portefeuille. Ici, on va utiliser Kukai. Puis on voit la différence avec Kukai, c'est qu'à chaque fois que tu veux confirmer quelque chose, il faut que tu rouvres l'autre table. Fait que, tu dis, oui, je t'envoie de l'argent. Je rouvre l'autre table. Oui, je t'envoie de l'argent. Fait que si ça serait dans le browser, ça serait plus comme un pop-up qui apparaîtrait. Avec Temple, ça serait plus comme un pop-up qui apparaîtrait à chaque fois qu'il faut que tu confirmes. Fait que si je dis oui, je confirme, je mets mon mot de passe. Fait que quand tu fais la même erreur 2 fois, ça s'annule. OK. Fait que ici, maintenant, j'ai confirmé. Puis maintenant, on voit que c'est plus un profil vide. Maintenant, j'ai contrôle du profil. Fait que je pourrais aller ici, changer mon nom. À place que ça soit juste mon adresse, ça pourrait être comme Galerie Samuel, Galerie Electra, etc. Puis quand je suis prêt à acheter, bon, mais là, c'est sûr, j'ai aucun argent. Mais ici, aussi, c'est peut-être intéressant de regarder parce qu'ils vont montrer les collections les plus hautes. Puis justement, tantôt, je parlais de mauvais goût. Donc, on voit que la 3e collection la plus haute, c'est genre des chiens 3D.
Fait que il y a peut-être de l'argent à faire là-dedans. Mais ici aussi, il travaille avec... je pense pas qu'il y ait d'artiste. Je me rappelle pas son nom, mais c'est une femme française que vraiment depuis le début, elle a beaucoup sur Twitter, elle fait du curation, elle fait du commissariat. Puis ils l'ont engagée pour faire un peu le commissariat sur la première page. Fait qu'il y a tout le temps comme une sélection qui change presque à chaque jour ici, généralement assez bien sélectionnée, etc. Donc ici, on voit, c'est une édition de 1, les royautés sont à 15%, puis pas l'air d'être à vendre. On peut regarder l'histoire. Fait que l'histoire, c'est que il l'a créé, il l'a mis à vendre à 40 thèses, puis il s'est vendu à 40 thèses en an de 2 heures. Puis ça, c'est le collectionneur qui l'a acheté. Fait qu'à ce point-ci, elle n'est plus à vendre. Je pourrais dire, je veux faire une offre, par exemple. Fait qu'ici, dans les actions, je pourrais mettre une offre de 60, de 80 thèses, etc. Puis quand je regarde la liste des owners, des propriétaires, bien, il y a juste Crown Vamp. Fait que je peux cliquer sur lui. Je sais déjà c'est qui, c'est quand même un grand collectionneur. Puis je peux regarder dans sa collection, qu'est-ce qu'il a acheté, etc. Ici, on voit que tous les sites NFT, ils ont un lien qui amène comme un peu à la page, j'appellerais ça en anglais RAW. Donc ça, c'est la page qui va donner toute l'histoire des transactions de la personne. Fait qu'ici, il y a 24 minutes, il a envoyé 25 $ US, etc. Fait qu'on voit, tu sais, last seen, 5 minutes. Puis en ce moment, il y a... Quoi? 3200 $ dans son compte. Fait que tu sais, ça serait... il est prêt à collectionner, là, il n'est pas comme à 5 $. Fait que c'est ça, n'oubliez pas justement que tout est vraiment accessible, toute votre histoire, c'est pas une place pour faire des choses croches, là, etc., ou s'enfuir. Puis aussi, je suis pas mal sûr que d'ici 5 ans, le gouvernement du Canada, pour les taxes, va juste dire « OK, on sait c'est quoi ton adresse, là. » Parce que, comme par exemple sur Newton, il faut que tu t'identifies. Fait que là, je suis identifié comme quelqu'un qui a envoyé de l'argent à ces adresses-là, etc. OK, bon, mettons, je dis, je veux acheter une de ces pièces. Fait que je vais aller voir dans ces pièces créées. Puis je vais dire, celle-ci, il y en a à vendre à 34 thèses. Fait que ici, il y a juste le bouton acheter. S'il y aurait plusieurs personnes en train de le vendre, ça serait plus dans les listings. Fait qu'ici, on voit dans les listings, en fait, c'est tout des marchés secondaires. Fait que c'est pas lui qui le vend, c'est quelqu'un qui l'a acheté qui le revend. Fait que le moins cher est à 34, ensuite à 35, ensuite à 37,90, ensuite à 150. Quelque chose de vraiment croche à faire comme collectionneur, ça s'appelle undercutting. Fait que, mettons, j'en aurais une, je pourrais la mettre à... Le plus bas, c'était 34 $, je pourrais la mettre à 33,99 $. Comme ça serait moi qui serais la prochaine personne à vendre. Je me mets un peu comme sauter la file. Puis des fois, tu vois quelqu'un qui va acheter quelque chose puis immédiatement le remettre à vendre. C'est ce qu'on appelle un flipper. Fait que des fois, tu vois des flippers désespérés. Ils vont tous acheter quelque chose de populaire, puis là, ils mettent à vendre 60, puis là, l'autre va à 58, puis là, l'autre va à 57, puis là, il y a 55. Puis là, c'est juste comme un jeu désespéré de « je veux être le premier à vendre ». C'est sûr que ce n'est pas des comportements hyper respectés. Puis, généralement, en termes d'éthique, un peu la règle, ben, c'est pas vraiment une règle non dite. Là. Si je me rappelle, NFT Biker, il avait dit ça comme si tu veux pas être un undercutter, essaie de mettre au moins le prix 10% moins cher que l'autre personne. Mais pas comme une cent de moins, là, ça c'est vraiment croche. Mais si c'est significatif, comme mettons, ça serait à 30 ou 25 après le 35, bon, mais là, au moins tu as vendre vraiment moins cher. C'est pas juste de te mettre en avant de la file puis de couper en fil. Fait que c'est ça, mettons. En fait, mettons, si je serais vraiment fâché contre cette personne-là, je pourrais aussi acheter celle-là qui a un test plus cher. Puis dire, écoute, je pourrais même regarder l'histoire puis dire, c'est-tu lui qui est arrivé à 37, puis l'autre qui est arrivé à 35, puis l'autre qui est arrivé à 34 comme dans 5 minutes? Parce que si c'est le cas, je tente quasiment juste d'acheter de lui à 37. Fait que je pourrais regarder l'histoire. Puis tu vois un peu des fois ces drames-là qui se passent. Fait qu'on voit, oui, c'est exactement ce qui s'est passé.
42, 39,99, 38, 37,90, 37,50, 36, 35, 34, 35, 37,50. Fait que c'est juste comme un peu des flippers désespérés qui se battent pour être le prochain. Fait qu'en gros, mettons, je vais garder ça simple, je fais juste peser sur le buy 34. Là, il dit, écoute, on ne peut pas te confirmer là, que il y a un peu un risque là, quand tu achètes un NFT. Fait que, c'est sûr que si tu, juste pour parler de sécurité, si tu connais l'adresse de ClownVamp, à chaque fois que tu vas sur sa page, ça va être cette personne-là. C'est un peu comme Amazon.com puis Amazon.sim ou CO. Si tu vas à mauvaise adresse, il peut y avoir des fraudeurs qui vont essayer de se faire passer pour la personne. Mais aussi, genre, comme ici, c'est clair que, bon, il y a plusieurs pages, là. Il a vendu des pièces il y a 12 mois, etc. Fait que c'est pas un fraudeur, c'est vraiment la bonne page. OK, on va recommencer. Je vais aller juste sur n'importe quelle pièce. Ici, le président. Je vais peser acheter. Oui, je comprends qu'il y a des risques. Ici, ça va tourner rouge, le Kukai. Il est en train d'y parler. Puis là, il vient d'y parler avec succès. Fait qu'on voit la petite boule rouge. Il faut aller ici. Je dis, tu n'as pas assez d'argent. Mais si j'aurais assez d'argent, ce serait juste un peu comme tantôt. Il dirait, confirme, mets ton mot de passe, c'est fait. Puis là, en dedans de 1 ou 2 minutes, quand j'irai regarder ma collection, ben mon nom serait là, dans ma collection, dans mon profil Owned. J'aurai la pièce qui m'appartient, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Le fameux certificat. Non, je ne suis pas prêt pour t'expliquer ça. Ben, je vais te l'expliquer pas avec l'écran. Fait qu'en gros, c'est écrit dans la chaîne. Fait que la chaîne a dit Sam, il a acheté ça pour tant, puis ça, c'est le numéro 5000. Puis le jeton, il pointe à quelque part d'autre pour l'image, ce qui s'appelle IPSF. Fait que IPSF, c'est comme une méthode d'avoir des grosses données. Parce qu'en fait, le NFT, c'est juste quelques lignes qui disent le titre, où est-ce que ça pointe. Puis peut-être qu'il y a des choses spéciales, mais d'habitude, il n'y en a pas. Fait que où est-ce que ça pointe, c'est presque plus important parce que si cette image-là disparaît, c'est mauvais. Fait que si ça pointe sur ton site web à place de IPSF, puis que ton site web il disparaît dans 3 ans, ben l'or est parti. Il y a toute une compagnie même qui va se connecter à ton portefeuille puis télécharger toutes tes images. Comme ça, au moins, tu peux les recréer dans le futur. Ça fait comme un backup. Mais en gros, c'est ça, c'est que l'image ou la vidéo ou l'objet 3D, il vit sur IPSF, puis le code, il fait juste pointer là. Fait 90% du temps, le NFT va pointer sur IPSF, qui est correct. Mais de temps en temps, il va pointer sur un site web ou à quelque part de vraiment pas sécuritaire au long terme. Fait que je pourrais probablement faire une présentation technique de comme 30 minutes sur tout ça, là, mais je vais juste garder ça un petit peu flou techniquement, si c'est correct. Ça répond-tu assez à ta question? Pas vraiment. Non, OK. Oui, je comprends. Mais puis quand tu parles de ta galerie, quand tu veux montrer tes pièces, Oui. Est-ce qu'il faut aller impérativement sur les sites où tu les as achetés? Si tu as par exemple des copies, je ne sais pas, JPEG ou des MP4, si jamais tu voulais les montrer sur un écran dans une galerie où par exemple il n'y avait pas d'Internet ou que l'Internet serait assez mauvais? D'habitude, oui, il faut que tu aies accès à Internet. C'est sûr que tu peux télécharger ou comme il n'y a pas vraiment d'Internet sur beaucoup de Mont-Royal. Fait que souvent, ce que je fais, c'est que j'ouvre les tabs, puis ça se rappelle des objets 3D. Fait que quand je suis au milieu de nulle part, puis je l'ouvre, il apparaît quand même. Il est comme pseudo-téléchargé localement si je laisse la table ouverte, mais il n'y a pas vraiment d'option de... Ouais, puis là, il faudrait que je me pose la question, bon, qu'est-ce que je vais utiliser pour le AR? Je vais-tu downloader Adobe Aerial? Blablabla. Fait que ça marche assez simplement juste avec... OK, donc si on veut voir ta collection au complet, puis tu as fait des achats un peu partout,
Oui, Toi, bonne question. Tu te crées ton site web, par exemple, et tu mets les adresses. Tu peux faire ça. La question, c'est si tu as acheté sur plusieurs plateformes puis que tu veux voir la collection rassemblée, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, oui, tu pourrais faire ton propre site web. Il y a ce qu'on appelle des DAO, Decentralized Organization. En tout cas, c'est quoi encore un DAO? Puis souvent, ils vont collectionner des organismes autonomes décentralisés. Fait qu'en fait, c'est plusieurs collectionneurs qui vont se mettre ensemble, puis ils vont faire des gros achats. Fait qu'à place de faire des achats de 500 $, ils vont faire des achats de comme 50 000, 1 million, etc. Fait que quand on parle de, mettons, Flamingo DAO, c'en est un. Puis eux, justement, ils font des gros achats, puis là, ils ont fait leur propre page où est-ce qu'ils présentent un peu leur collection. Et puis là-dessus, ça veut dire que tu achètes une part, un share de Oui, bien DAO, c'est comme, mettons, tout le monde met, mettons, ils vont jusqu'à 1 million. Fait que toi, tu mets 20 000, bon, ben, tu as, je sais pas, là, quoi, 2 là, ou whatever pourcentage que tu as mis d'argent. Puis ensuite, ça va probablement être aussi un certain pourcentage de vote. Puis là, quelqu'un peut faire une proposition. Si la proposition a assez de support, l'achat va être fait. Okay. Puis l'idée, c'est que les NFT qu'ils ont achetés vont prendre la valeur qu'ils vont pouvoir revendre plus tard. Puis aussi, il y a justement des choses comme... c'est quand même intéressant, c'est très nouveau. Puis aussi, c'est comme tout est voté, bien pas tout, mais souvent, il y a beaucoup de choses qui sont votées à travers la chaîne crypto. Puis même, les programmeurs vont faire des systèmes, puis ensuite, ils vont peut-être même donner ces systèmes-là comme open source, comme ça tu peux prendre le code puis l'adapter à ton organisation. Mais mon point principal, c'est qu'eux, ils ont une page de collection où est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'ils ont collectionné. Personnellement, je trouve que c'est pas mal atroce, sauf une pièce de Nicolas Sossoum qui est vraiment belle. Fait que je peux pas comprendre comment ils ont gaspillé tant d'argent sur des choses comme ça. Je sais pas si ça va loader. Je vais retourner au PowerPoint bientôt. Ouais, fait que c'était pas parfait mon démo, mais j'espère que ça a un petit peu démystifié, créé un wallet, un portefeuille, puis ensuite c'est quoi faire un achat. C'est sûr que la meilleure chose, c'est de le faire à la maison, même je dirais créer un NFT, brûler un NFT, envoyer un NFT à quelqu'un. Tous des bons exercices, oui. Ouais. Mais quand tu dis créer, ça c'est une autre affaire. Quand tu es artiste, il faut que tu mintes. Oui. Peux-tu expliquer le processus de minter? Oui, bien, ici, mettons, il y a... Ben, c'est un petit peu différent sur... Lui, le clown, c'est un... Est-ce que c'est un artiste ou c'est juste un collectionneur? En fait, ça a commencé par un collectionneur, puis récemment, il est devenu... Ça arrive quand même assez souvent, bizarrement. Des gros collectionneurs qui deviennent des gros artistes. Fait que, surtout dans ce cas-ci, c'est un artiste qui, en tant qu'artiste, utilise la réalité augmentée. Puis, fait que c'est pas nécessairement, il n'a pas comme appris la peinture hier. Mais c'est ça, il fait des pièces en réalité augmentée. Là, je suis sur Théa parce que Théa, c'est un petit peu moins demandant en termes de qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un NFT. Fait qu'ici, je vais mettre mon mot de passe. Approve. OK. Bon, maintenant, je suis synchronisé sur Théa. On voit ici l'adresse. Fait que quand je clique sur ceci, j'ai l'option Mint Object. Donc, quand je vous disais Object, c'est l'équivalent d'un NFT. Fait qu'ici, bon, c'est quoi le titre? Patate. La description. Pomme de terre. Tag. Légumes. Édition 4, mettons. Royalties, donc en 10 à 20 %, donc on va dire royauté de 20 %. Puis il y a des licences, il y a un langage. Je peux te dire si c'est not safe for work, donc s'il y a du contenu sexuel ou violent.
Puis je peux aussi dire si ça peut causer, c'est quoi encore, d'épilepsie, ouais. Fait que s'il y a s'il y a des flashs, etc. Comme ça, le monde qui ne veut pas voir des choses telles quelles vont pas le faire. Ensuite, ici, j'ai Upload Object. Donc ici, je peux mettre une image, une vidéo, un site web, un objet 3D, de la musique, etc. Puis la prochaine étape, ça va être un preview. Puis ensuite, c'est un bouton Mint. Puis une fois que tu mint, c'est créé. Puis c'est pas parce qu'il y a un objet qui a été fait qui est à vendre. Fait que mettons, je crée les 4. La prochaine chose qu'il faut que je fasse, c'est un swap, que je mette les 4 à vendre. Ou plus réalistiquement, j'en mettrais 3 à vendre, puis j'en garderais un pour moi. Comme ça, je peux l'utiliser dans mes propres shows dans le futur. Je vous remercie pour votre patience. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ce moment? OK. Next, sécurité. Donc, c'est ça, un hardware wallet, ça a l'air d'une clé USB, c'est peut-être comme 150 $, mais ça fait que, à moins que quelqu'un vienne te battre physiquement à la maison puis qu'il te vole ton mot de passe, tu ne pourras jamais te faire voler. Fait que, en fait, ça peut être une chose, là, si quelqu'un a vraiment des millions de dollars en crypto ou quoi que ce soit. Fait que ça fait... Je vous recommande vraiment, là, j'ai vu à papier l'an dernier, il y avait des assurances NFT, mais c'est complètement ridicule parce que si tu achètes ça, il n'y a aucune manière de se faire voler ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune manière de se faire hacker. Il y a aussi un événement que Fuck Render, c'est un artiste canadien, un des plus grands artistes canadiens en NFT, qui s'est fait voler des millions de dollars. Fait qu'il a travaillé avec les compagnies Manifold, puis ils ont appelé ça le Hack Postmortem. Fait qu'il y a vraiment des bons conseils de sécurité si vous voulez un bon endroit à commencer par sécurité. Donc justement, jamais écrire votre seed phrase, jamais utiliser le password manager, puis jamais écrire le seed phrase dans un compte que tu veux qu'il soit 100% secure. Donc avec un hardware wallet, tu as comme la clé USB, puis il faut que tu entres le code sur la clé USB qui est connectée à ton ordi. Fait que même si ton ordi est compromis, il ne saura jamais c'est quoi aucune des informations qui est sur la clé externe. 2 heures pour rentrer ton code? Non, je pense que c'est assez simple. Je pense que c'est peut-être même juste peser 2 fois pour confirmer. La première fois, il va falloir que... La première fois, en fait, chaque mot là, qu'on a vu tantôt est aussi représenté par un numéro. Fait que, tu sais, même si ça disait établissement, c'est peut-être numéro 256 ou quoi que ce soit. Fait que oui, la première fois, c'est probablement un setup de 20 minutes. Ben, en fait, tu veux rentrer le code, faire sûr que tu l'as bien rentré, essayer une transaction, puis ensuite, tu es comme secure. Là. C'est tout un processus, mais comme je dis, c'est comme 100% secure. Fait que, si tu pourrais avoir plus que 5 000 $, t'es mieux. Mais si tu perds la clé USB? En fait, la clé USB, pour aller dans la question, c'est si tu perds la clé USB, qu'est-ce qui arrive? Donc, la clé USB fait 2 choses. L'empêche de communiquer le mot de passe ou quoi que ce soit à ton ordinateur, mais surtout, ça va créer les 24 mots d'une manière que ton ordinateur ne le saura jamais. Fait que la première fois, tu dis « Crée-moi un compte, donne-moi les 24 mots », tu l'écris sur le papier, puis ensuite, si tu perds la clé, tu peux en acheter un autre puis mettre les 24 mots dedans. Fait que l'idée, c'est juste que les 24 mots ne soient jamais toucher à ça de nulle part. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde va avoir plus qu'un portefeuille. Il y a comme un portefeuille. En fait, quand tu te connectes à un compte comme Théa ou Object tantôt, il y a tout un risque que, bien c'est sûr, Théa et Object, on leur fait confiance, mais ils pourraient dire non, j'ai des permissions, je vais les abuser, fait que je vais tout voler. Fait que quand tu te connectes à des comptes, surtout des nouveaux sites web, il y a tout le temps ce risque-là. Fait que tu ne veux pas te connecter n'importe comment. Fait qu'une manière de séparer ça un peu, c'est de dire, bon, j'ai un portefeuille plus transactionnel. Avec ça, je me connecte sur les plateformes plus connues, etc. Tu pourrais même en avoir un troisième qui est ton portefeuille de risque. De dire ça se connecte juste aux choses un peu sketchy, là, que ça fait 2 jours que c'est apparu. Mais au moins, je peux jouer avec, puis transiger avec. Fait que c'est ça, tu as un portefeuille plus transactionnel que tu peux avoir plus de risque dessus, puis dire, OK, mettons, il n'y a jamais plus que 500, fait que si je me fais hacker, ben c'est correct. Puis toute ta grosse banque, ton 50 000 $ ou ton $1 million, il va là-dessus sur ton hardware wallet. Puis
Puis ça ne se connecte jamais à rien, c'est juste des envois puis des reçoits directs. Fait que j'envoie 50 000 $, je reçois 50 000 $, bah. Mais ça se connecte à personne, c'est comme un cold wallet qu'on appelle. Si ce wallet parle à l'autre wallet. Ben, tu envoies à l'adresse. Okay. Fait que lui, il dit, je t'envoie 1000 $. Puis lui, dans 20 ans, tu dis, OK, je te renvoie 1000 $. Les œufs que tu achètes avec le Bluecard, tu les envoies direct à l'autre. Tous ceux qui valent vraiment de l'argent. Ouais. Parce que, tu sais, quelqu'un ne va pas aller dans ton compte puis voler quelque chose à 5 $, puis essayer de le vendre à 7. Mais s'il y a quelque chose qui vaut 1000 $ facilement ou 5000, bon, ben là, il va probablement le voler. Puis il y a aussi des hackers qui ne connaissent pas les NFT, fait que, tu sais, ils sont juste là pour le montant d'argent. Fait que, ouais, mais en gros, tout ce que tu ne veux pas perdre, c'est sûr que tu serais mieux de le mettre dans le coffre-fort. Puis si tu vas sur Twitter, il y a beaucoup d'opinions sur cette philosophie-là. Ça, c'est un peu comme un intro. Mais il y a du monde qui vont parler de comme 5 wallets, ou, mais c'est du monde que c'est comme leur vie, là, où on va vraiment dans la culture. OK, côté finance, comment est-ce qu'on fait de l'argent avec ça? Si vous n'avez pas catché, une des grosses choses, c'est que si les pièces ne sont pas toutes vendues, tu ne peux pas le vendre plus cher parce qu'il en reste moins cher. Fait que s'il y a une édition de 5 puis sont à 1 $ chaque, puis qu'il y en a juste une de vendue, ben tu ne peux pas le vendre à 5 parce qu'il en reste à 1 $. Un exemple, une édition de 5 à un tel chaque, tout le monde l'achète, il n'en reste plus. Tu en as une, tu la mets à 3 $, en même temps qu'il n'y a personne qui le vend à 2,50 ou moins. Une fois que tu vas la vendre à 3, mais tu reçois, mettons, 2,45 parce qu'il y a un petit frais de transaction de, mettons, 30 sous, puis l'artiste, dans ce cas-ci, avait pris une redevance de 15 %. Fait que c'est pas parce que tu le vends à vendre à 3 que tu vas recevoir 3. Il ne faut pas oublier le pourcentage de l'artiste. Puis je vois souvent des collectionneurs débutants qui font cette... ils oublient qu'il va avoir un pourcentage. Fait qu'ils l'achètent à 20 puis ils essaient de le revendre à 21. Là, mais c'est comme, tu vas perdre de l'argent. Là. C'est bon pour les autres collectionneurs qui le voulaient vraiment. Là. Fait que c'est ça. Si ça ne sell out pas, ben il n'y a aucune chance de faire plus d'argent avec. Puis c'est sûr que les pièces qui se vendent comme des petits pains chauds, ben c'est des manières de faire de l'argent. Là. C'est justement ça qui va aussi faire venir les flippers, là, qu'ils viennent juste là pour le remettre à vendre en 2 minutes. N'oubliez pas de vous amuser, c'est pas tout pour faire de l'argent. Personnellement, mon ami, j'ai montré, il faisait un projet à l'université sur les NFT, il a peut-être dépensé 50 $ là-dessus. Puis ses regrets, c'est les pièces qu'il a achetées pour essayer de les revendre puis faire de l'argent. Il est plus content avec les pièces d'art bizarres qu'il a trouvées. Puis aussi, il a associé son compte Twitter. Fait que une des surprises qui était intéressante, c'est qu'il a acheté des pièces, puis là, il y a quelqu'un qui le contacte. « Ah, merci d'avoir acheté ma pièce, blablabla. » Fait que c'est comme... c'est le fun aussi d'avoir justement le contact avec les artistes. Ça, c'est un peu ma liste de prix que j'avais faite pour mes propres pièces. Puis c'est pour montrer les pourcentages. Donc, ici, on voit les pièces vraiment pas chères, des grandes éditions, gros pourcentage. Il est à vendre à 1,5 thèse, mettons 3 $. Fait que si tu es en train de le revendre à 50 plus tard, bon, ben, je veux mon 25 % parce que je n'ai pas fait beaucoup d'argent et c'est une grosse édition. Une édition de une, beaucoup plus chère, le pourcentage est à 10 %, est au plus bas. Donc, c'est un peu c'est un privilège pour ceux qui vont acheter quelque chose de plus exclusif. Fait que juste garder ça en tête quand tu vois, mettons, un 1 de 1 avec 25 % de revente, bon ben, si tu l'achètes à 1000 $, il va falloir que tu le revendes à 1250 pour juste refaire ton 1000 $. Rapport artiste-collectionneur, c'est probablement ma chose préférée. Donc, les artistes, surtout si tu es là depuis le début et que tu les encourages quand ils n'étaient pas populaires, bon, ils vont te laisser réserver des pièces, ils vont donner des prix plus bas. Surtout les réservations, c'est probablement la plus grande chose. Comme il y a un artiste qui fait tout le temps des éditions de 25 qui se vendent comme tout le temps. Puis vu que je collectionne de lui depuis qu'il n'était pas populaire, ben, il m'en réserve tout le temps une. Puis en fait, il me donne même un prix d'ami. Fait que je suis vraiment content. À chaque 2-3 semaines, on se communique ensemble. Il y a aussi des échanges. Comme moi, je suis un artiste, fait que j'ai fait beaucoup d'échanges, ma pièce contre ta pièce, etc. Puis évidemment, il y a des pièces gratuites. C'est facile avec les données de dire, voici mes 5 collectionneurs
Voici la liste de toutes les personnes qui ont dépensé plus que 200 $ sur mes pièces. Voici la liste de toutes les personnes qui ont plus que 30 de mes pièces, etc. Fait que tu peux dire, bon, il y a 5 personnes qui ont dépensé plus que 500 $, je vais faire une pièce, puis je leur envoie à eux, puis il n'y a personne d'autre qui peut l'acheter à moins qu'ils vendent. Ici, on en a parlé un peu, les DAO, Decentralized Autonomous Organization. C'est très intéressant, puis je pense que ça fait partie de cette conversation-là. C'est très nouveau, c'est très awkward, on pourrait dire, ou des fois, apparemment, c'est plein de drames, là, parce que c'est comme un genre de micro-démocratie avec de l'argent et de l'or là-dedans. Puis aussi, juste un petit rappel, comme j'aime ce graphe-là, il y a comme une vraie communauté qui se bâtit tranquillement, pas vite, puis il y a des gros hype trains. Ah, les prix fous! Fait comme, ignorer ça, ça va monter, ça va descendre, en ce moment c'est bas, c'est comme un escalier, mais c'est vraiment cette communauté-là, comme la vraie communauté, que quand ça va pas bien, ils sont encore là, qui est... En fait, c'est vraiment le fun en ce moment parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins de cochonneries, il y a moins de monde désespéré, comme le monde qui n'était pas là pour la culture sont partis. Fait que c'est vraiment... J'aime ça, les... Non, c'est Art Gnome. Fait que c'est bon quand c'est pas populaire d'une certaine manière. Puis en plus, c'est très facile d'acheter les pièces à bas prix comme en ce moment. Potentiellement, d'ici la mi-février, Ethereum va peut-être passer à Ethereum 2.0, ce qui aurait un gros changement sur le marché. Souvent, les chaînes crypto vont monter puis descendre en même temps. Fait que s'il y a vraiment la transformation dont il parle depuis genre 6 ans, là, ça va faire un boom de, je sais pas, là, peut-être 10 à 20 %, etc. Fait que c'est vraiment pas garanti, en tout cas. Fait que où commencer? Je vous dirais, suivez des artistes intéressants sur Twitter. Il y a aussi des artistes locaux. David. Moi, il y en a d'autres qui vont se pointer. La plupart... il y a eu beaucoup justement d'artistes VR, des artistes qui créent des choses qui n'existent pas. Bon, mais on est porté à aller vers les NFT pour vendre des choses numériques. Comme j'ai dit tantôt, c'est une très bonne manière de découvrir d'autres artistes en regardant la collection des artistes. Comme Nicolas Sassoon, Gozo, ou quand tu trouves un artiste que tu aimes, tu regardes leur collection, puis tout d'un coup, tu découvres un petit peu une communauté de cette manière-là. Créer un compte, suivre des artistes, des galeries, puis collectionner un peu, même que ça soit 5 $ ou quoi que ce soit, c'est vraiment intéressant le processus de dire, bon, qu'est-ce qui va faire là que oui, je veux envoyer 3 $, 10 $, 20, quoi que ce soit, à cet artiste-là, que cette pièce, soit parce que je veux encourager cette personne-là, ou peut-être que je pense qu'il y a un profit à faire, ou peut-être les deux. C'est vraiment intéressant de dire, bon, là, il y a toute cette salade-là, un champ plein de fleurs. Quelle fleur est-ce que je vais choisir? Pourquoi? Quelle fleur je vais mettre avec, à côté? Quel arrangement je veux faire? Puis c'est ça, le fait qu'il y ait un petit coût associé à ça, ou un grand coût, ça vient se porter un peu là-dedans. Donc, Sarah Ludi, dont la très belle exposition VR dont vous devriez essayer, vend des NFT pour ce show-ci. Et tous ceux qui ne sont pas vendus vont être brûlés le 28 août à la fin du show. D'habitude, Sarah vend des NFT plus dans les milliers de dollars. Dans ce cas-ci, elle voulait faire ça plus accessible, donc c'est des séries de 101 à 33 thèses, donc mettons 66 $. Puis il y en a une à 3 thèses chaque, donc vraiment 6 $. Donc c'est ça, vous pouvez regarder ces pièces si vous êtes intéressé. Puis comme j'ai dit, ceux-là qui ne sont pas vendus vont être brûlés à la fin. Fait que c'est peut-être des séries de 101 en ce moment, mais à la fin du mois, ça se peut que ça soit des séries de 12, de 15, de 7, etc. Puis il y a aussi une très belle liste de collectionneurs. C'est beaucoup d'artistes qui collectionnent de Sarah. Donc, d'habitude, les artistes ne sont pas si portés à vendre. Ils ne sont pas des flippers. Ils pensent plus à long terme ou ils veulent le garder dans leur collection. David aussi, donc j'ai dit demain à 11h, il va sortir vraiment belle série. En fait, c'est du génératif. Fait que, c'est quoi? Il va y avoir 256 éditions. Chaque édition va être différente. C'est sur FXHash. Donc, sur FXHash, quand tu mintes, quand tu crées, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas recevoir exactement. Fait que c'est fait de manière aléatoire. Donc, il a programmé ça en collaboration avec un autre artiste, si je ne me trompe pas. Finalement, bon, mais voici un peu
mes sociaux, un peu qu'est-ce que je vais faire dans le futur. Donc, je suis à Armure comme commissaire pour la réalité virtuelle augmentée. Avec Éléphant, je vais avoir un show d'ici la fin de l'année pour mes pièces en réalité augmentée. Je vais être aussi à la Foire Papier. J'ai un show avec Jeannot Lapin où est-ce que j'ai commissarié 35 artistes NFT. Donc ça s'en vient. Puis ça va être vraiment une belle introduction. Il va y avoir des pièces à 3 $, à 1 000 tout le range. Fait que c'est vraiment une belle introduction. J'ai fait ça pour un peu la ville de Montréal, pour qu'on arrête de parler de singes, etc. Je vais aussi faire un commissariat pour Museum of Other Realities, donc c'est un musée virtuel. Ça va être leur premier show NFT. On va avoir 3 artistes du Brésil. Puis récemment aussi, c'est plus ou moins relié avec les NFT, mais je fais beaucoup de collaborations avec Ligne de Fuite. Donc, on a fait un genre de show volumétrique de mode. Puis, je vais probablement montrer à ces étudiants comment faire des shows de mode en réalité virtuelle, augmentée, comment faire des NFT pour la mode, comment même vendre des vêtements à travers les NFT, comment regarder les vêtements pour le Metaverse. Fait qu'on va tout s'amuser avec la mode puis le digital. Fait que voilà, c'est ça ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, merci bien.